les lectures. Donc voilà, donc on conclura, comme je vous disais... Ah mais oui, je vous ai pas teasé la suite. Donc, on conclura le cycle de lecture en sciences sociales sur le monde associatif avec une très belle émission en plateau à Paris. Si vous n'êtes pas à Paris, vous inquiétez pas, on peut le faire en live. Oh oui, je vais me faire de l'argent. Voilà, donc pour tous les gens qui peuvent pas être présents sur place, c'est pas grave, vous ne serez pas... vous vivrez la même expérience, hein. Quasiment. Vous me verrez pas en vrai avec vos yeux vrais, mais vous me verrez en vrai à travers votre écran. Franchement, ça va. Merci Thomas Yem pour les subs offerts adorables. Merci beaucoup pour le soutien Thomas Yem. Donc on conclut comme ça le cycle de lecture le 26 janvier. À la suite de ça, on fera un live débrief, on regardera un petit documentaire, on chillera un max, enfin voilà, ça sera très cool. Et après, il va falloir enchaîner avec un nouveau cycle de lecture. Et il y a un sujet qui revient depuis le début, depuis que j'ai commencé les live lectures de sciences sociales sur cette chaîne. Il y a un truc que j'ai grave envie d'aborder et j'ai pas pris le temps de le faire. Et là, je me suis dit, 2024, c'est notre année, il faut le faire. J'en ai marre de repousser, je vais prendre le temps. Et au pire, on traitera pas le sujet de manière exhaustive, mais ça, on le fait jamais. Et on reviendra dessus plus tard si je trouve qu'il manque des choses et tout ça, c'est pas très grave. Donc le sujet que nous allons traiter ensemble, en 2024, dans le premier cycle de lecture qui sera vraiment de 2024, ça sera l'école. Désolée, je suis en train de... faut que j'occupe mes mains. Du coup, je suis en train de jouer avec mon pied de micro. Mais oui, du coup, ça sera l'école. J'avais super envie de faire ça depuis très longtemps. J'arrêtais pas de vous en parler. Là, je pense qu'avec les... je trouve que c'est cohérent en plus, en lien avec le monde associatif, parce qu'il y a une destruction des services publics, il y a une destruction des libertés associatives, mais il y a aussi vraiment des attaques qui sont faites à l'école régulièrement, avec tous les trucs là d'éducation civique à la con, tous les trucs de laïcité à la con, etc. Enfin bon, effectivement, c'est un très gros sujet l'école. Ça dépend sous quel angle on le prend. Du coup, il faut encore que je me décide pour restreindre un petit peu les angles. Mais il y a plein de choses à faire sur l'école. Et puis, ça permettra de revivre vos traumas, évidemment, du moment où vous avez été bully au collège ou au lycée. Enfin, voilà. On va pouvoir pleurer sur l'épaule des uns et des autres. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. L'éducation nationale, ouais. Énorme sujet. Donc, voilà. Donc, on va faire ça. Enfin, ça fait longtemps que je vous ai dit que j'avais envie de le faire. Et je prenais pas le temps. Mais là, je pense qu'on peut le faire. Voilà. On peut y aller. Je pense que j'avais envie de sujets un peu plus... Je sais pas pourquoi j'ai toujours repoussé ce sujet-là. Mais là, je me suis dit, on assume, on arrête d'être lâche, on y va. C'est parti, l'école. Je pense que c'est cohérent, encore une fois, après un cycle de lecture sur le monde associatif. Donc, j'ai très hâte de faire tout ça avec vous. Voilà. Sinon, pour aujourd'hui, je vous propose de lire un travail. Alors, on va lire 2 articles. Il y en a un qui est très court. Du coup, on va commencer par ça. J'avais envie de parler du bénévolat dans les associations. On a parlé un peu du fait que les associations se professionnalisaient, que les services publics, en gros, étaient tellement en train d'être démantelés que c'est les assos qui faisaient parfois le travail de l'État. On avait fait tout un cycle de lecture sur les ONG, qui est disponible sur la chaîne de Rediff d'ailleurs, qui parlait un petit peu justement comment l'État se désengage et c'est les assos et les ONG qui se retrouvent à faire son travail. Voilà, c'est terrible. Et là, on va continuer ça, avec moins de moyens, évidemment, et des conditions de travail qui sont pas forcément faciles. Là, on va continuer en parlant un petit peu du bénévolat cette fois. Plus d'un point de vue individuel, déjà, de qu'est-ce qui fait que les gens s'impliquent et deviennent volontaires ou bénévoles. Et après, on parlera des conséquences de tout ça, donner du temps pour les autres, qu'est-ce que ça fait, enfin voilà. De toute façon, la fin du cycle de lecture sur le monde associatif, il est sur des points de vue un peu plus politiques. Alors, attendez. C'est quel bouton déjà? Je suis complètement perdue, hein. C'est là. Complètement perdue. C'est terrifiant l'école, ça c'est vrai. Oui, il y a la question des uniformes en plus, t'as raison, Mizurashi. Hein. Ouais. Il y a la question des uniformes en plus, qui est récente là. Enfin, récente. C'est toujours une question qui revient régulièrement. Uniforme à l'école, pour ou contre? Et là, ils sont en train de mettre des sous pour développer tout ça. Donc, clairement, on va avoir plein de sujets à aborder ensemble. Il y a de très beaux reportages et témoignages du harcèlement scolaire sur le site de France TV. Mais ça, le problème, c'est que ça dure pas longtemps, les témoignages... Enfin, les documentaires France TV. Ils sont pas en ligne très longtemps, en général. Donc voilà. Donc ouais, on pourra lire sur ces thématiques-là. Enfin, je pense qu'on discutera de l'uniforme. Je suis pas sûre qu'on va lire des articles scientifiques sur l'uniforme, parce qu'il y a plein d'autres sujets à aborder avec l'école et que j'ai pas envie qu'on se retrouve piégé, justement, dans un faux sujet. Mais ouais, j'ai très très hâte de ce cycle de lecture, en vrai. Ça va être très cool.
Donc là, on va commencer par lire ensemble Le sens politique du volontariat de Nathalie Rigaud, qui a été publié en 2004 dans Pensée plurielle, pour parler de la question du don et du volontariat et du fait qu'il y ait des gens qui donnent de leur temps pour les autres, pour participer à de la vie collective et tout ça. Je suis désolée si ma voix se barre ou que je parle un peu du nez, j'ai encore des restes de maladies chiants. Voilà. Pitié, sortez-nous de là. Au sein du secteur associatif, chacun pourra reconnaître le rôle joué historiquement et encore aujourd'hui par les volontaires. Ce sont eux qui ont souvent initié le travail mené par les associations avant qu'il ne puisse être reconnu et institutionnalisé. Ce sont eux qui siègent dans les assemblées générales, les conseils d'administration et eux enfin qui contribuent à mener les actions de terrain. Quantitativement, une étude menée en 1995 par le Centre d'économie sociale de l'Université de Liège avait estimé à 100 000 équivalents temps plein le volume d'activité des volontaires dans le secteur associatif. Ah ouais. Il remplace 100 000 salariés, quoi. Où l'État, de toute façon, mettrait pas la thune. Hein. Donc, terrible. Une façon partielle mais significative de s'interroger sur la nature de la contribution de ce secteur à la collectivité peut dès lors se concentrer sur l'intervention qui développe les volontaires. C'est ce que fera ce texte en tentant de mettre en évidence le sens politique que peut avoir la présence de volontaires au cœur du monde associatif. Donc l'idée c'est de comprendre les associations, à quoi ça sert dans nos sociétés, quoi, et quelle est la place des volontaires là-dedans. Maudits volontaires qui nous volent notre travail. Par définition, le volontaire est celui qui offre librement de son temps et de sa personne. Si l'on veut bien suivre ici les analyses décisives menées par Mauss dans les sociétés dites primitives, bon ça c'est le neveu de Émile Durkheim. Donc là, on parle de bail extrêmement ancien, c'est de l'anthropologie. Mais en gros, il a développé la théorie du don, Mauss, en se basant sur ce qui se passait dans les peuples autochtones, en mode ah mais en fait, quand les gens y donnent, tout le monde se donne quelque chose en vérité. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois aussi dans la précédente lecture, où si tu donnes, c'est que tu t'attends à recevoir en retour. Non pas que tu sois dans une perspective, comment on dit, c'est pas égoïste en mode je veux recevoir l'équivalent ou quoi, mais en fait c'est juste que pitié, donnez-moi du café. La plante verte? Quoi? Pitié, donnez-moi du café, j'explique très mal Marcel Mauss, aidez-moi, sortez-moi de là. En fait, il dit qu'il y a une logique de don contre don. Si quelqu'un, par exemple, des riches qui font des trucs caritatifs là, si les riches qui font du caritatif, ils donnent, et que les pauvres, ils ont rien à donner, on est dans une logique, vous voyez, inégalitaire. Il y en a qui sont en capacité de donner, et ils choisissent à qui est-ce qu'ils donnent, à une cause qui leur semble juste, etc. Donc on est dans un rapport inégalitaire où peut y avoir des classements de qui mérite ton aide ou pas. Dans une société qui est saine, une personne qui te donne quelque chose, tu peux lui redonner quelque chose quand elle en aura besoin plus tard, tu vois. En mode, on sait qu'on peut compter sur toi, vous voyez ? C'est pas que la personne t'est redevable, c'est que tu sais qu'on peut compter les uns sur les autres, tout simplement. Et donc, ça veut dire qu'on est dans des sociétés d'interdépendance où on prend soin collectivement des uns et des autres. Voilà, on arrive à vivre ensemble correctement. Voilà, de la réciprocité. Merci, c'est le mot que je cherchais. C'est de la réciprocité. Le problème dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, où il y en a qui accumulent les richesses, c'est qu'il n'y a pas de réciprocité. Il y en a qui ont besoin d'aide, notamment les aides de l'État pour survivre, qui sont dépendants de ça. Et il y en a d'autres qui peuvent fuir les impôts et mettre leur argent aux îles Caïmans. Vous voyez le problème ? Donc s'il y avait redistribution des richesses et qu'il y avait moins d'inégalités et que voilà, on pouvait travailler sur ce système-là de redistribution, d'horizontalité peut-être un peu plus, la logique du don contre don marcherait très bien. Aujourd'hui, le problème, c'est que c'est pas le cas. Il n'y a pas de réciprocité. La charité, c'est donner aux riches un pouvoir de décision et d'orientation. Voilà, de où est-ce qu'ils décident de mettre l'argent, à qui est-ce qu'ils le donnent, etc. Ouais, c'est bien le problème. D'où l'idée de plutôt passer comme des systèmes comme il existe par exemple pour la Sécu, où tout le monde cotise, et puis on ne sait pas à qui ça va être donné ou utilisé, et à un moment de ta vie, tu peux être inactif et en avoir besoin, tu peux tomber malade et en avoir besoin. Voilà, système de cotisation, tout simplement. Tu prends soin de tes enfants car tes parents ont pris soin de toi. Oui, ou relation toxique, tu coupes les ponts. Mais dans tous les cas, si tu coupes les ponts,
il y a de grandes chances que tu aies une famille de cœur que tu as choisie plutôt que tes parents. En tout cas, il y a des gens dont tu sais que sur lesquels tu peux compter. Voilà. Et donc bref, Marcel Mauss, peut-être qu'on lira des gens qui parlent de ce qu'il a fait ou qu'on le lira lui si jamais on se fait chier un jour et qu'on a envie de parler de la logique de don contre don. Mais il parle de ce système de réciprocité où quand on donne aux autres, on sait qu'on recevra quelque chose à un moment donné. On n'est pas juste en train de donner. On sait que on va recevoir, que c'est le fonctionnement global de la société et que ça permet d'être sur des échanges réciproques. Le don est un système d'échange s'inscrivant toujours dans un cycle à 3 temps, où à l'obligation de donner répond le droit de recevoir et l'obligation de rendre. Donc, je donne, ça veut dire que je peux recevoir et dans ce cas-là, je pourrais rendre. Je devrais rendre. Salut Alcide. Dans cette perspective, la gratuité pure est une pure fiction. Oui. Le fait de donner sans rien attendre, ça n'existe pas vraiment. Les gens, quand ils s'impliquent, quand ils deviennent volontaires, quand ils deviennent bénévoles, c'est que ça leur apporte quelque chose. Pas forcément matériellement, mais que ça leur apporte une forme de reconnaissance, un endroit dans lequel ils se sentent bien, des rencontres, enfin voilà. Dans tous les cas, voilà, tu n'es pas bénévole pour rien. Ça veut pas dire que t'es égoïste, mais ça veut juste dire que voilà, c'est quelque chose qui est... c'est pas, sinon ça serait horrible, ce serait que de la souffrance pour toi, quoi. Je vais donner de mon temps et de ma personne pour quelque chose, pour quelqu'un, alors que je déteste ça et que c'est absolument atroce. Non, pas du tout. Si tu le fais, c'est que t'es heureux de le faire, que ça t'apporte quelque chose. Même si c'est pas forcément matériel. Tadam. Mais la gratuité pure à 100%, c'est pas forcément souhaitable d'ailleurs. Très bien. Le volontaire donne et prend dès lors, comme tout donateur, le risque de ne pas recevoir. Oui. Tu peux donner quelque chose et rien avoir en retour, tu sais pas en vrai. Ça peut être un énorme flop. Hein. Cela même est le signe de sa plus grande aisance sociale. Si t'es capable de donner en étant dans l'incertitude de ce que tu peux avoir en retour, c'est que tu as le privilège de pouvoir le faire. Donner, contrairement aux apparences, le place en situation de force. Le receveur étant maintenant, de par l'obligation de rendre, son débiteur. Par exemple, Godbout rappelle que le mot merci est le résultat d'une locution plus longue « Je suis à ta merci ». Passionnant la langue française. Je vous dirai plus jamais merci. Hein. Non mais là, vous me donnez avec vos subs. Maintenant, je vous suis redevable, hein, c'est terrible. Hein. C'est fini, merci. Le pouvoir dont témoigne le don peut aller jusqu'à la dépendance du receveur. Si du moins que celui-ci ne peut pas rendre ce qui a été donné. Voilà. Et c'est là qu'on disait qu'on est dans des situations inégalitaires. Si tu peux rien redonner, t'es dans une situation où la personne fait ce qu'elle veut de toi et c'est potentiellement dangereux. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la situation où il y a des personnes qui sont complètement dépendantes de l'État, qui n'ont pas d'autonomie et on les aide pas, quoi. On les aide pas. On leur donne des miettes, mais on les aide pas à s'autonomiser et qu'elles puissent rendre. Alors, pas rendre forcément matériellement, mais juste participer à la vie collective, quoi. Il y a des gens qui sont tellement isolés, on en a parlé au dernier stream, des personnes qui sont tellement isolées que du coup, elles sont dans une situation de dépendance complète, et c'est là que elles peuvent subir aussi des discriminations de plus en plus fortes. On récupère de l'amusement et des connaissances, c'est un bon échange. Merci Noctama pour les 56 mois de soutien. Merci beaucoup. Et merci Black Pixel. J'anticipe. Merci beaucoup. Le receveur court toujours le risque de perdre dans la dette son identité, d'être littéralement aliéné par le don dont il bénéficie d'ailleurs. C'est pour ça, typiquement, c'est pour ça que le terme hyper péjoratif d'assister existe. Tu perds ton identité et on finit par t'imaginer que à travers le fait que tu n'es que quelqu'un qui reçoit de l'aide, quoi. Que le volontaire reçoive à son tour est donc essentiel pour que la relation de pouvoir entre donateur et receveur s'équilibre. C'est ça. Il faut de l'équilibre, sinon c'est là qu'il y a de l'abus. On pense bien sûr à la reconnaissance que le volontaire peut recevoir de ceux à qui il a donné. Donc du coup, tu peux rendre en étant reconnaissant. Oui, mais bon, être reconnaissant de la personne qui te donne de l'argent, c'est pas non plus... Enfin, je veux dire... Si on pense qu'à des biens matériels, par exemple, c'est un peu horrible, quoi. Tiens, tu me donnes tout, je suis 100% dépendant de toi.
En échange, voici ma reconnaissance. Bon, bah, t'es toujours dans une situation de dépendance. C'est horrible. On pense, par exemple, aux relations où il y a des personnes en situation de handicap qui sont avec leur conjoint et qui sont piégées comme ça. Dans une situation de dépendance, c'est compliqué. Hein. Même les femmes qui n'ont pas d'emploi aussi. Enfin bon, c'est terrible, quoi. On peut aussi prendre en considération l'échange symbolique entre deux humains aux histoires, aux ressources, aux manières d'être un humain différentes. En se donnant, le volontaire peut aussi recevoir l'autre dans sa différence. Celle-ci étant utile, intéressante pour sa vie, lui permettant de quitter sa province d'humanité. Ah oui, ça c'est les blancs qui vont faire... qui vont dans d'autres pays et qui vont faire des missions. Des missions avec les ONG. J'en ai appris beaucoup plus sur mon humanité en les rencontrant. Si tu restes bloqué dans la situation sans clé de sortie, dans tous les cas, t'es toujours dans une logique de réception, quoi. En fait, il faudrait que tout le monde puisse donner. Et c'est là que tu sais qu'on serait dans une relation, dans une société beaucoup plus égale, quoi. Là, le problème, c'est ça. Ils ont rien, ils donnent tout. Ouais. Comme par hasard. Ce faisant, c'est aussi avoir l'occasion de mieux se situer dans le monde, relativement à d'autres dont les vies sont éloignées et néanmoins significatives pour eux. Bon là, c'est du contenu théorique, hein. C'est pour ça que c'est court, hein, ce truc-là que je vous lis. On lit du contenu théorique, hein, de qu'est-ce que ça signifie le don, pourquoi est-ce que les gens le font, qu'est-ce que ça implique et tout. Après, on va lire des trucs concrets. Par ce mouvement, chaque fois relancé entre donner, recevoir et rendre, le don a une fonction essentielle, celle de créer et d'entretenir le lien social. Oui, parce qu'il y a des gens qui... on l'avait lu la dernière fois, il y a des gens qui, eux, on leur a beaucoup donné. Ils ont dit, voilà, j'ai reçu beaucoup d'aide, on m'a beaucoup donné. Du coup, maintenant, je suis devenue bénévole et je sens que j'ai besoin de rendre ce qu'on m'a donné. Il faudrait que beaucoup plus de dons, entre guillemets, soient reconnus. Oui, c'est ça. Au-delà du don financier, bien sûr, ouais. Bah, de toute façon, il n'y a aucune prise en compte du volontariat, du bénévolat. Il y a plein de tâches qui sont complètement invisibles. Ouais. Au-delà des biens et des services qui s'échangent par le don, ce qui est essentiel, c'est ce lien qui se crée ou se renforce. On ne peut réduire le don à sa valeur d'échange, autant d'équivalent temps plein, ou à sa valeur d'usage. Tel type de service gratuit correspondrait à telle économie. L'essentiel est dans la valeur du lien créé. Oui, c'est ça. En fait, il faut pas convertir ça d'un point de vue économique en disant « Ok, le temps que tu as donné, ça équivaut à un job à temps plein de salarié, donc tu as donné tant, etc. » C'est aussi juste ce qui se crée dans les relations humaines. Ça crée pas de PIB par contre, hein. Ça c'est sûr, c'est pas comptabilisé dans le PIB. C'est à partir de ce détour par le don qu'on va pouvoir envisager le sens politique du volontariat. Tel que décrit via la perspective du don, ce que crée le geste du volontaire, c'est un lien entre lui et la personne auprès de laquelle il intervient. Or, ce lien contribue à répondre à l'une des questions importantes pour la constitution d'un espace démocratique, à savoir comment vivre une communauté de destin avec des inconnus, c'est-à-dire être touché par ce qui leur arrive, vouloir vivre dans un monde commun. Alors ça, c'est un vrai sujet de société aujourd'hui, hein, avec la montée de l'extrême droite. Si on veut vivre dans une démocratie, il faut vraiment qu'on se batte pour ça. Le fait de côtoyer des inconnus et que ça soit normal en fait. D'être solidaire avec eux, même si ce ne sont pas des personnes qui nous ressemblent, que l'on connaît ou qui sont proches de nous en fait. Sinon, juste les fachos vont grappiller du terrain, c'est pas possible en fait. Il y a un côté culpabilité. Non, c'est même pas ça. Bah, c'est même pas ça, c'est même pas au-delà de la culpabilité, c'est vraiment, comment on dit, de la reconnaissance. T'es reconnaissant pour ce qui t'a été permis et du coup tu as envie que d'autres... C'est du partage, voilà. Partage et reconnaissance. C'est plus ça que de la culpabilité. En l'occurrence. La culpabilité, tu la ressens quand les gens viennent te dire que t'es une merde parce que t'as pas de travail, tu vois. Et que toi tu te perçois comme ça, et voilà, là tu ressens de la culpabilité. Mais dans le fait de devenir bénévole parce que t'as l'impression qu'on t'a donné beaucoup et que t'as envie que d'autres personnes aient cette chance, en fait, tout simplement. Là, c'est de ça dont c'était mentionné. Ça va être de plus en plus dur. Bah, en fait, c'est des questions de résistance, là. Il faut absolument ne pas rentrer dans ce jeu de méfiance, quoi. Donc voilà. Donc on vit avec des gens, on a des communautés de destin d'inconnus, voilà. Mais même vous, hein, tu vois, dans le chat, vous êtes quand même une... en vrai, on est inconnus l'un à l'autre, on se connaît pas. On passe du temps ensemble en stream, mais... Et c'est ce qui fait qu'on crée des liens, mais en vérité, à la base, on se connaît pas. Et pourtant, on accepte de partager du temps ensemble. Il faut juste maintenir ça de manière globale, quoi.
Le lien entretenu par l'engagement volontaire, s'il se situe effectivement comme un échange, renforce l'adhésion à un monde commun et revivifie l'espace public. L'étranger est devenu familier, l'inconnu intéressant pour ma vie personnelle. Cette forme de citoyenneté modeste et ordinaire fait partie de ce que d'aucuns ont appelé le fondement moral de la démocratie. Voilà, prendre soin des autres même si ce sont des inconnus, quoi. T'es qui? Salut princesse. En quoi ce fondement est-il nécessaire? Il faut constater que l'adhésion effective à un état de droit n'est pas qu'une affaire de bonne volonté individuelle. Il est nécessaire que les associations favorisent un agir éthique des individus, orienté vers d'autres valeurs que l'intérêt personnel. C'est ça. En fait, c'est ce dont on parlait aussi avec juste les films et les séries, notamment qui viennent des États-Unis et qui ont carburé à fond pendant la guerre froide et qui continuent encore aujourd'hui, qui mettent en avant l'individu roi, l'individualisme, l'apogée du capitalisme, mais d'un point de vue pensé, quoi, vous voyez, où l'important c'est toi, ta réussite, tes intérêts personnels et tout. Vivre en démocratie, c'est pas ça, quoi. Vivre en démocratie, c'est partager des choses avec des gens qui sont très éloignés de toi et collectivement prendre des décisions, même si ça va pas à 100% dans ton intérêt personnel, il y a un intérêt général en fait. C'est pour qu'on puisse fonctionner en tant que groupe. C'est ici que l'on retrouve toute l'importance du milieu associatif où s'engagent des bénévoles, rendant possible par le cadre qu'ils proposent la rencontre avec des inconnus. À l'heure où l'on peut s'inquiéter de l'affaiblissement de nos démocraties par le désinvestissement de l'espace public, cette contribution, fût-elle modeste, ne peut être négligée. Par l'effort renouvelé de s'intéresser à la vie d'inconnus, les volontaires élargissent à chaque fois les limites du monde commun, celui que l'on partage avec des inconnus, et renforcent leur investissement dans ce monde. En fait, on se sent impliqué, quoi. Forcément, tu rencontres des inconnus, tu les trouves sympas, tu passes du temps avec eux. Enfin, c'est plus des inconnus. T'as pas peur de rencontrer d'autres personnes, du coup, parce que ça devient normal. C'est cool, quoi. C'est hyper sain. Et bizarrement, quand tu ouvres ces news et que tu vois toutes les conneries qu'ils racontent, tu fais ça ressemble pas à ce que j'ai vu quand j'ai rencontré des personnes migrantes, par exemple, en étant bénévole. C'est bizarre. C'est bizarre quand j'ai fait des maraudes. Moi, j'ai pas vu ça. Comme c'est bizarre. Disons que, ouais, tu te fais moins avoir par la propagande d'État, quoi. Salut Sauce Blomika. Ou par l'extrême droite. Salut Valinou. Sans même prendre en considération les bienfaits que peuvent retirer les bénéficiaires du service offert par les associations et les volontaires qui s'y investissent, ce sens politique de l'engagement des bénévoles mérite à lui seul d'être mis en évidence. Donc voilà, donc au-delà du fait que est-ce que les actions des associations sont vraiment utiles, le fait que les associations permettent à des gens qui se connaissent pas de passer du temps ensemble et de rencontrer des inconnus, des gens qui sont différents de nous et tout ça, et de se mettre ensemble dans une cause commune, rien que ça, c'est hyper simple pour notre démocratie. Il me semble qu'à une époque, la CIA avait demandé de faire de plus en plus de films, de séries policières, de propagande. Je sais pas du tout, parce que la CIA, moi, c'est pas du tout... Chaque fois qu'on m'en parle, vraiment, j'ai l'impression que tout est surréaliste et que ça fait très complotiste tellement il y a de trucs potentiels. Je sais qu'il y a des choses qui sont effectivement avérées et que, justement, pendant la guerre froide, la CIA a fait beaucoup de choses. Mais moi, c'est pas... j'ai pas une grande connaissance de tout ça. Pas une grande connaissance de tout ça. Par contre, ce qu'on voit... et là, du coup, c'est pas complotiste, c'est bien réel par rapport à la France, c'est qu'on voit que si l'État, et on en a parlé pendant les premiers live lectures sur cette chaîne, hein, si l'État est de plus en plus restrictif et sert de plus en plus la vis concernant les libertés d'association, les libertés de la vie associative, la liberté de se rassembler, de faire des actions collectives, c'est justement parce que ça dérange, quoi. Et qu'on sait très bien que les gens vont défendre des intérêts en commun, qui se rassemblent. Donc c'est ce qu'ils vont appeler le communautarisme et qu'ils vont mettre maintenant sous le terme le wokisme. On lutte contre le wokisme et le communautarisme. En fait, c'est juste des gens qui sont solidaires et qui s'entraident, quoi. Donc ça dérange, ça pose problème. Donc on essaye de démanteler tout ça. Et effectivement, c'est un vrai acte de résistance aujourd'hui que de continuer à militer ou d'être bénévole et de participer à la vie associative. Ou ne serait-ce que de pas se méfier des inconnus, quoi. J'ai mangé un petit gâteau. Attendez, j'ai faim. Je prends une pause petit gâteau avant de continuer. Dick Wolf, le créateur des séries Law and Order, a revendiqué avoir fait des séries télé pour donner une bonne image de la police. Ouais. En fait, il y a des... C'est clair que... Les gens qui font les séries et tout ça, il y en a plein qui savent la puissance
de représentation de ce qu'ils font, quoi. Et que ça... C'est important pour transmettre des visions du monde. Ils savent le pouvoir idéologique qu'il y a derrière. Hein. Dick Wolf, donc, je savais même pas qu'il s'appelait comme ça, le créateur des séries Law & Order. Vraiment la bite de loup, quoi. C'est incroyable, ça. Non, pas parenthèse sans intérêt, c'est intéressant, non, non. C'est de la propagande. Hein. Les gens qui galèrent au sein d'associations pour aider les migrants à Calais sont clairement dans une position de résistance face à un état criminel. Et c'est eux qui sont criminalisés. C'est ça le pire. C'est les personnes qui vivent tout ça. Donc les personnes migrantes qui sont criminalisées. On rappelle que quand même, personne n'est illégal. Genre, c'est quoi ça? Être un être humain illégal. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Genre juste, ça n'a... Rien que tu penses au concept de dire, tu es illégalement sur le territoire, cette personne est illégale. Mais enfin... Où on est, quoi. Vraiment, on se croirait dans une dystopie. On a ouvert un bouquin de SF. Là, on détermine que cette personne qui est là, elle est illégale. Mais pardon. Genre, les gens, ils fuient leur pays, ils vivent dans des situations pas possibles. Ils sont en galère, ils vivent la guerre, et c'est quoi Non, en fait, tu es illégal. Et on va t'enfermer dans des centres de rétention. Enfin, c'est dans des conditions inhumaines. Mais t'es là, mais pardon. Enfin, c'est horrible. C'est déjà rien que ça, on n'arrive même plus à s'indigner de ça. On trouve ça normal, ou on y réfléchit même plus. Rien que ça, c'est inquiétant, le fait qu'on y réfléchisse même plus. Et le pire, c'est que du coup, les personnes qui vont être à Calais vont être criminalisées, les personnes qui les aident dans les associations vont être criminalisées, alors que c'est clairement ce que fait l'État qui est criminel, quoi. C'est une atteinte aux droits des êtres humains. Quand même grave. Là, les droits de l'homme, ils sont pas là, quoi. C'est très grave. Non, mais c'est vrai que du coup, t'as l'impression que tu dis des choses banales parfois, et au final... au final, le pouvoir de représentation est très fort, parce que si tu vois comment se centre le discours public, c'est répéter, re-répéter, re-re-re-répéter. En fait, on est tellement bombardé d'un discours raciste et sécuritaire, en fait, fermeture des frontières, etc., qu'on n'arrive pas à se sortir de ça et à imaginer un autre monde possible. Tu vois, un monde internationaliste, avec des solidarités internationales réelles et tout ça, on a du mal à se projeter dedans, quoi. C'est quand même terrible. Je regardais juste la fin, s'il y a quelque chose d'intéressant encore dans ce texte. Non, après, c'est pour faire... pour expliquer la position des bénévoles par rapport aux professionnels, mais ça, on verra peut-être plus ça en plateau, justement. On peut lire la conclusion, par contre. Voilà, ça, c'est bien. Je prépare. Je finis mon gâteau et on y va. Oui, c'est ça, le néolibéralisme fait une grande place au fascisme, quoi. On est dans un... En fait, on est dans un contexte qui laisse grande place au fascisme et qui même s'en sert comme fuel. Parce que si les gens vivent dans la peur et dans la méfiance, aussi c'est con, hein, mais par rapport au capitalisme, c'est en lien direct. Si on pensait au mode d'organisation des autres sociétés, c'est ce qu'on disait par exemple... ma mère, moi, elle m'expliquait, elle vit à la campagne, elle a toujours vécu à la campagne. Et elle me disait, avant, dans le village, tu vois, il y avait une personne qui avait un objet, tout le monde se le prêtait. Alors déjà, les gens avaient moins d'argent pour consommer, c'est sûr. Mais il y avait ce truc, en fait, de vie de la localité où juste, tu sais que machin, il a telle machine, tu sais que truc, il a une tondeuse ou quoi. Chacun a pas sa tondeuse. Il y en a 3-4 et on se les partage et voilà. Et c'est normal. Mais tu vois bien que dans le capitalisme aussi, t'as besoin que les gens consomment et individuellement chacun des produits. Et donc, quoi de mieux que de créer aussi de la méfiance et de se dire, ta propriété privée, ton voisin peut te la voler aussi. Hein. T'as pensé à mettre des caméras? T'as pensé à mettre des clôtures? Salut Farfa. Est-ce que vous pensez que le néolibéralisme sert aussi du fascisme parce qu'il manque de profondeur idéologique? Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de théorie politique. Là, on est dans de la théorie politique, c'est très dur, honnêtement. Et j'ai arrêté de faire ça parce que
Parce que c'est très dur, et puis parce que quand je me suis tournée vers la sociologie, j'ai trouvé plus de solutions concrètes pour aider les gens, ou pour mieux comprendre le rapport au monde, que d'être dans des trucs de le néolibéralisme c'est quoi, le fascisme c'est quoi. En fait, tu peux voir concrètement comment ça marche le fascisme, et comment fonctionnent les organisations de fachos, et du coup, je trouve que c'est plus clair. En fait, moi, ce que j'ai l'impression, si on reste d'un point de vue théorique, c'est que le néolibéralisme s'arrange bien du fascisme parce que c'est cohérent, en fait, avec son système de pensée. Typiquement, dans le capitalisme, dans un système économique capitaliste, il faut, pour que les gens aient de la valeur, ils soient productifs. Et donc, ils vont commencer à créer des hiérarchies entre les êtres humains, quoi. Entre eux, est-ce que tu es considéré comme assez productif ou non? Donc, rien que ça fait de l'eugénisme à terme. Notamment avec les personnes en situation de handicap, justement. Donc, ça s'accommode très bien des fachos. Hein. Voilà. Ça rend aussi vulnérable le fait d'être exclu de la communauté, de dépendre des interdépendances et des solidarités locales. Oui, ça c'est sûr. Ça pose d'autres questions. C'est sûr, ça pose d'autres questions, ouais. Salut Cookie Cake. Le fascisme est le dernier rempart du capitalisme. Ouais, pour moi, ça fonctionne vraiment ensemble. Hein. Ouais. Alors, la conclusion du texte par rapport au sens politique du bénévolat et du volontariat. Prendre au sérieux cet apport spécifique des volontaires au renforcement de l'espace public a plusieurs implications, parmi lesquelles j'en soulignerai 3. Si l'on considère que cet apport est essentiel pour fonder nos démocraties, il faut que l'engagement volontaire soit accessible à tous, que tout le monde puisse devenir volontaire. Chômeurs, mais aussi travailleurs. Si l'on admet qu'il y a une spécificité, je n'ai pas dit une exclusivité, du sens de l'activité volontaire, il faudrait sans doute davantage la mettre en valeur, la cultiver, plutôt que d'essayer de faire de ceux-ci des professionnels sur un petit pied, travailler avec eux sur des difficultés particulières dans la réciprocité. Ah oui, parce que souvent les professionnels sont méprisants avec les volontaires parce que eux, ils ne sont que bénévoles et eux, versus eux, c'est des professionnels. Oui, je vois. Soyez maudits! Merci Schlakmuk pour les 11 mois de soutien. Merci beaucoup. Merci. 2024, on ne perd pas espoir si nous ne souhaitons pas un monde meilleur qui le fera à notre place. Bisous. C'est vrai ça. Merci Schlakmuk. Moi, je perds jamais espoir, bien sûr. Sinon, je fais plus rien, c'est terrible. Merci Sarler pour les 39 mois de soutien. Merci. Il marche pas le point d'exclamation lecture? Attendez, je vous le remets. Il a dû planter. N'oubliez pas, vous pouvez écrire Paris dans le chat pour assister au live en direct à Paris. Il y a 2 places à gagner encore, hein, le chat. Je vais tirer au sort dans 15 minutes. Si vous voulez les infos, il faut faire point d'exclamation billets. Vous pouvez aussi prendre vos billets. Non, ça c'est bon. Faut juste écrire Paris, sauce Blomika, pas point d'exclamation Paris. Et la 3e chose, les rapports entre volontaires et professionnels trouveraient alors sans doute un intérêt plus grand, chacun pouvant trouver chez l'autre les occasions d'un questionnement de sa propre pratique, de son propre positionnement dans l'association et le monde qui l'entoure. Ouais, aujourd'hui, il y a une mise en concurrence entre volontaires et professionnels, quoi, malheureusement. Alors, 2e lecture, le chat. Donner du temps pour les autres, mais aussi pour soi. Encore une fois, dans pourquoi est-ce qu'on devient bénévole. C'est pas obligatoire d'être productif dans le capitalisme. En fait, même le contraire, pour avoir la meilleure place, il faut juste être propriétaire d'un outil productif. Et laisser les autres l'utiliser à son profit. Ok, Marx. Oui, on est d'accord, mais ça, d'un point de vue des capitalistes, c'est perçu comme être productif. Être productif pour eux, c'est pas utiliser ta force de travail. Là, tu penses d'un point de vue ultra marxiste. Hein. Si t'as envie de faire de la théorie, là, t'es juste en marxiste de base. Les capitalistes, comment ils voient le truc, c'est leur productivité à eux, c'est de rentabiliser leurs capitaux. Et donc,
C'est pas d'utiliser leur corps, leur outil de travail et tout ça. C'est justement d'accumuler, de faire des placements, de réfléchir à où est-ce qu'ils mettent leur thune, comment, avec qui, de négocier. Ils travaillent beaucoup, hein. Ils font beaucoup de réunions, hein. En fait, il faut pas... Je pense que beaucoup de gauchistes de base, là, ils oublient vraiment que la plupart des mecs riches travaillent beaucoup. Ils passent leur temps à travailler, ils s'occupent pas de leur famille. Ils sont pas là en mode, bon, bah, je possède les moyens de production, donc je fais rien. Mais ils travaillent à des choses qu'on considère comme complètement inutiles, quoi. Ils passent leur temps à réseauter, en fait. Ils ont tout leur temps de disponible pour faire du réseau et s'assurer, du coup, leur héritage et la survie de leur famille, quoi. Sur des générations. C'est terrible. Mais du coup, je vois que tu n'étais pas d'accord avec mon utilisation du terme productif, donc je précise. Mais eux se considèrent comme très productifs, en tout cas. Je pense que prochain stream jeu vidéo, là, en introduction de live, on lira un truc sur le coaching. Parce que maintenant, c'est ça qu'ils adorent faire, les riches, être coachés. Avec des coachs de vie. Des coachs en entreprise. Ils adorent ça, le coaching. Je me mouche et on continue la lecture. Attendez, hein. Attendez, ça arrive fort. Ah, ça va mieux là. Le nez c'est à moitié débouché, je crois. Bonne nouvelle. C'est ironique, je peux pas aller à la soirée sur le monde associatif, j'ai une AG avec mon asso. Bah ça c'est beau, hein. De toute façon, il y aura la rediff du live, t'inquiète pas. En tout cas, si vous avez envie de venir nous voir en direct à Paris avec Lydia et la Ligue de l'enseignement pour parler des enjeux du monde associatif aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas, si vous êtes à Paris, ça se passera au Club de l'Étoile le 26 janvier prochain. Vous avez les infos avec le point d'exclamation billets, je vous le mets tout de suite. Et si vous voulez essayer de gagner des billets, vous pouvez écrire Paris dans le chat. On vous paye pas le billet de train par contre, désolé. Tu as bien raison, ils se considèrent comme productifs, je les considère comme des parasites, marxisme de base. Oui, mais tu fais la même erreur que Marx. Tu te mets pas dans la tête et dans la vision con du monde, les capitalistes, pour capter justement comment est-ce que eux voient le monde, le conçoivent et transmettent tout ça, quoi. Du coup, comprendre son ennemi, hein. De toute façon, je sais même pas si Marx il avait déjà vu un ouvrier non plus. C'est quelque chose quand même, hein. Les théoriciens. C'est pour ça que j'ai arrêté tout ça. Il y a tout un truc avec les coachs de coach presque en multi-level marketing. Ah oui, non mais c'est horrible, hein. Ouais. C'est un délire, hein. C'est presque pyramidal tout ça, hein. Idée, on se fait passer par des coachs en prétexte claqué pour leur apprendre des notions de gauche. Oh là là. Si j'avais pas d'éthique, je ferais un délire de coaching basé sur des arts martiaux nuls pour prendre de l'argent à des gens qui en ont trop. Vous fatiguez. Bon, je vous propose de lire dans Gérontologie et Société. On se moque pas du nom du magazine. Donner du temps pour les autres, mais aussi pour soi. Aujourd'hui, 4 millions de Français, donc on est en 2011, hein. Donc, l'aujourd'hui, il y a 10 ans. Aujourd'hui, 4 millions de Français de plus de 60 ans sont engagés bénévolement dans une association, voire dans plusieurs. Le 26 janvier, on vous parlera des jeunes et du bénévolat et de l'engagement associatif des jeunes qui est grand, hein. Qui est différent, mais qui est grand. Mais ça reste que la plupart des personnes qui font partie des comités d'administration, des CA, des associations, restent des retraités. Mais bon, ça veut pas dire que les jeunes s'impliquent pas et font pas de militantisme, de participer à la vie associative et tout ça. C'est juste pas les mêmes manières de faire, donc c'est cool de pouvoir faire un petit récap sur les vieux avant de parler des jeunes le 26. Aujourd'hui, 4 millions de Français de plus de 60 ans sont engagés bénévolement dans une association, voire dans plusieurs. Si l'on élargit... Ah, c'est trop dur à dire. Si l'on élargit
L'observation à tous les secteurs dans lesquels se développe le bénévolat, comme dans les écoles, les mairies, les églises, les syndicats ou les partis politiques, ou encore autour de soi, au-delà de la sphère familiale, on compte environ 6,7 millions de Français de plus de 60 ans, soit près d'1 sur 2. Soucieuses de jouer un rôle citoyen utile aux autres, ces personnes ainsi engagées produisent du lien social en même temps qu'elles donnent un sens à leur vie. Elles trouvent un meilleur équilibre personnel et peut-être même, selon une récente étude, une meilleure santé. Quoi de plus important pour les personnes ayant cessé leur activité professionnelle et n'ayant plus à charge et le plaisir d'éduquer leurs enfants. Après, on a vu aussi que c'était lié à un nouveau... je sais pas si vous vous souvenez du cycle de lecture sur les vacances. On avait vu que c'était aussi lié à un nouveau mode de perception de ce que c'était la retraite. Avant... Ah non, c'était sur les vieux qu'on avait vu ça. Bref, dans un précédent cycle de lecture, on avait appris que les vieux... Avant, vivaient bien leur retraite, en mode, t'es à la retraite, c'est parce que tu mérites de te reposer après tout ce que t'as travaillé, quoi. Donc ne fous plus rien à ta retraite. Et là, maintenant, on est dans une nouvelle manière de concevoir la retraite, où si tu n'es plus actif, ça veut dire que t'es mourant et que tu n'as plus ta place dans la société. Donc il faut que même quand tu es à la retraite, tu sois actif. Actif étant souvent productif, parce qu'il y en a qui vont prendre même du travail à mi-temps, ou à temps partiel, alors qu'ils ont plutôt une bonne retraite, pas forcément par nécessité économique, mais pour se sentir bien, parce que sinon ils ont l'impression de rien faire. C'est dur quand même. Hein. Donc je suis pas sûre que ça soit une bonne nouvelle, qu'il y ait autant de retraités qui soient bénévoles. J'ai l'impression que c'est aussi lié à un truc de culpabilisation, de si tu ne fais rien, si tu n'as plus de travail, tu n'es rien. Malheureusement. Dans nos sociétés, tout se construit autour du travail. Est-ce que participer à des réseaux sociaux, c'est du bénévolat? Bah toi, tu fais du militantisme sur Internet. Je crois que j'en ai rien à foutre de Franck Lepage. Franck Lepage aime beaucoup s'écouter parler. Hein. Après, c'est trop cool s'ils sont actifs sans le salariat. Oui, oui, oui. Mais il y a un des basculements qui est remarqué, mais qui est plus... du coup, là, le texte, il date de 2011. Donc, je crois que c'est plus récent. C'est à partir de 2010, et voilà. Il y a de plus en plus de gens qui sont à la retraite et qui prennent, je vous disais, un temps partiel. Alors qu'ils ont la thune pour ne pas le faire. Mais ils continuent à garder leur emploi parce que sinon, ils dépriment sans emploi. Voilà. Le baromètre d'opinion des bénévoles de recherche et solidarité permet de scruter depuis plusieurs années leur comportement, leurs attentes, leurs satisfactions et leurs éventuelles déceptions. Une analyse selon les âges permet de dégager les spécificités de l'engagement des seniors, tout comme elle a permis de mettre en évidence la générosité et l'ouverture aux autres des plus jeunes. 33% des 18-24 ans ont une activité bénévole. C'est beau. C'est beaucoup, hein. En fait, c'est entre deux. C'est dans l'entre-deux, quand tu te fais broyer par le monde du travail, que t'as pas le temps. Quand je serai vieux, j'irai en maison de retraite pour organiser des LAN avec des vieux nerds. J'adore. Le travail après la retraite, c'est l'aliénation ultime. Ouais, c'est ça, carrément, bien sûr. Alors qu'effectivement, tu pourrais faire plein d'autres choses pour toi. Et là, tu fais ça pour un patron, quoi. C'est horrible. Pour toi ou pour une communauté dans laquelle tu as envie de t'impliquer, quoi. Justement, par le biais d'assaut, c'est possible. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que les étapes de la vie ne se mesurent pas forcément en décennies. C'est ainsi que cet âge de 60 ans constitue un repère certes intéressant, en particulier au regard de l'engagement bénévole, mais il s'inscrit dans une période allant en fait de 55 à 65 ans, au cours de laquelle la transition se fait progressivement. De 55 à 60 ans, la taille du foyer change avec le départ des enfants, la vie professionnelle est d'une nature différente, et les perspectives d'une autre vie se profilent à l'horizon. Entre 60 et 65 ans, on s'installe dans une nouvelle vie, marquée par la fin des activités professionnelles. Et concernant le bénévolat, par l'épanouissement d'un engagement plus libre et plus déterminé. Eh oui, mais ça c'était sans compter les réformes des retraites. Combien faut ça pour combattre leur propre solitude? Alors, il y a des vieux qui sont isolés et seuls, mais je pense qu'on sous-estime le nombre de personnes qui sont jeunes, entre guillemets, qui ont notre âge et qui sont isolées, seules, et qui ne sont pas pour autant dans des associations. Globalement, on peut le dire, hein, les gens sont... Il y a quand même beaucoup de gens qui sont isolés et seuls. Hein. Voilà, c'est pas facile. Par contre, voilà, c'était ce qui était expliqué dans le texte, les personnes âgées, là, quand elles
quand elles se mettent dans des assos, c'est pour donner du sens aussi à leur vie, dans le sens où, bah voilà, t'as quelque chose qui te motive, quoi, qui te donne envie, qui te fait du bien. Les gens ont tellement toute leur vie centrée autour du travail qu'ils se retrouvent sans repère à la retraite. C'est ça c'est flippant. Quand j'étais à la fac, sans les assos, j'étais juste paumée. Oui, voilà, donc c'est pas contraint et restreint à la vieillesse, quoi. En fait, c'est par contre, là, quand on parle de vieux qui sont vraiment isolés et qui se retrouvent 100% seuls, on avait fait tout un cycle de lecture sur les personnes âgées, sur les vieux, et comment ils s'y sont traités et tout ça. Là, on parle plus de 70-80 ans, et plus tu avances, plus tu vieillis, plus t'es infantilisé, discriminé, et voilà, bon, c'est compliqué, quoi. Société de merde! Merci beaucoup, Nobodino, incroyable, bienvenue à toi, merci beaucoup. Merci. Salut Croutu, pardon. Selon les sujets, nous nous affranchirons de cette barrière des 60 ans pour avoir une vision plus large et observer les transitions qui s'opèrent, notamment chez les quinquagénaires ou encore passé 65 ans. La solidarité n'attend pas le nombre des années, bien au contraire. Lors de l'adolescence et des premiers pas d'adultes, nombre de jeunes souhaitent s'engager et trouver un sens à leur vie. Dans des associations qui les accueillent de mieux en mieux, mais aussi dans des démarches informelles. Ils cherchent un véritable projet qui leur sera utilement complémentaire de leur dessein professionnel. Pendant quelques décennies, le temps sera particulièrement compté et partagé entre la famille, les activités professionnelles de plus en plus exigeantes. L'engagement bénévole sera plus difficile, hormis s'il est ponctuel et ou exercé à distance via Internet. Sans chercher à tout prix une frontière précise et universelle, c'est vers l'âge de 55 ans qu'une évolution se fait jour peu à peu, favorisée par une plus grande liberté, née d'une moins grande pression familiale et professionnelle. C'est vrai que plus tu vieillis, moins on attend à ce que tu améliores, enfin, tu fasses une grande carrière, on est en mode, bon, bah ta carrière, elle est derrière toi. Et en plus, bah normalement, s'occuper de ta famille, t'as moins à le faire, tes enfants sont élevés, etc. C'est clair que ça joue. L'engagement bénévole se fait alors plus intense, tant au plan quantitatif que qualitatif, avec des responsabilités qui vont croissantes. Cette progression vient naturellement avec le temps, en raison de l'expérience et des compétences acquises du reste au sein des mêmes associations. Donc plus tu vieillis, plus tu as des postes importants dans les assos aussi, quoi. L'âge moyen de 60 ans marque une nouvelle étape, avec le ralentissement ou la fin de la vie professionnelle, et une nouvelle liberté que les bénévoles aguerris vont mettre à profit pour s'engager plus avant, assez souvent dans plusieurs associations. Merci Flying Dogo pour les 36 mois de soutien, merci beaucoup. Des bisous Flying Dogo. Par contre, plusieurs associations, je sais pas comment ils font. Hein. Quand je vois le temps que ça prend d'en être dans une, mon Dieu. Même avec de l'aide ponctuelle. C'est chaud. Merci Dodo Fury pour les 28 mois de soutien. Merci beaucoup. Je dis ça, en fait, j'ai toujours été dans plusieurs assos. Non, une asso ou un collectif. Une asso. Ouais, non, en vrai, j'ai toujours eu plusieurs trucs, en vrai. Oui. Oui, c'est juste qu'il faut pas que tu sois des positions importantes dans chacune, sinon c'est mort. Enfin, c'est pas possible. De toute façon, ça fait trop de cumul du pouvoir, là, c'est pas possible, ça. Pour autant, le démarrage d'un parcours bénévole à la fin de la vie dite active, donc en dehors du monde du travail, quoi, peut être un magnifique nouveau départ pour une vie que nous n'hésiterons pas à qualifier dès lors d'hyperactive. Cette situation est finalement assez courante. 30% des bénévoles âgés de 60 à 65 ans se sont lancés dans le bénévolat après 55 ans. Ah, donc n'étaient pas bénévoles avant. Ils deviennent bénévoles avec l'arrivée de leur retraite, quoi. L'approche de la retraite. Notons à ce propos qu'un nouveau retraité, sans expérience de la vie associative ou d'un engagement bénévole dans ce secteur, pourra se révéler redoutable pour la structure qui l'accueille s'il cherche à reproduire sans précaution les réflexes qu'il a acquis sur le plan professionnel. Ah bah oui! Ah bah oui, s'il se comporte en asso comme au travail, ça va faire un choc, hein. Pire encore, si ce jeune retraité cherche avant tout à retrouver dans ce secteur une partie du pouvoir, entre guillemets, qu'il a perdu en quittant son environnement professionnel. Ah bah oui. Les gens qui ont... en fait, ça leur manque de diriger d'autres personnes. Le red flag de ouf. Aïe aïe aïe. L'angoisse des anciens DRH en asso. Ouais, c'est chaud. Salut Brocoli Ubu. Ouais. Ah bah là, les assos, ça doit être dur à cadrer parce que... En même temps, tu peux pas cracher sur l'arrivée de nouveaux bénévoles. T'es en mode ah trop cool. Putain, je sais même pas comment tu fais pour
comment on dit, ouais, pour refuser ou repousser ou un bénévole, tu vois, c'est chaud. Et si en plus il s'implique comme ça, il en fait des caisses, il veut prendre le pouvoir, t'es là, oh là là. Calme-toi, Jean-Michel. Bon, alors attendez. On va continuer la suite après. Je me reste là. Il va falloir tirer au sort. Il va falloir tirer au sort. Alors, qui va remporter 2 places pour venir voir notre live en direct de Paris au Club de l'Étoile le 26 janvier prochain. Je rappelle, elle est où la page? Elle est là. La billetterie reste accessible. Je vais juste gagner les trucs maintenant. Voilà. C'est ça que je voulais? Oui, voilà. Donc, ça sera au Club de l'Étoile le vendredi 26 janvier. On verra à quoi ressemble le monde associatif aujourd'hui. On parlera des enjeux auxquels sont confrontées les associations avec des personnes qui les font vivre. Voilà. On peut jouer pour quelqu'un d'autre, faire un cadeau. Bien sûr! Bien sûr, il faut écrire Paris dans le chat si tu veux faire ça. Et je vais tirer au sort. Je rappelle, je serai à l'animation. Il y aura Lydia qui sera présente à mes côtés. Lydia de Game of Thrones. Lydia la streameuse qui fait des talks sur sa chaîne, qui joue aux jeux vidéo. Incroyable Lydia. Et il y aura Amine qui est pour l'instant le premier invité qu'on a officialisé, qui fait partie du réseau national des juniors associations, qui permet en gros à des mineurs de lancer leur asso, de les autonomiser, de les responsabiliser, parce que ce ne sont pas des sous-citoyens, même si ce sont des adolescents. Voilà. Voilà, voilà. Le 26 janvier, c'est un vendredi, donc je suis bénévole dans mon asso. Bah, pas de problème. Pas de problème. Dans tous les cas, ça sera aussi en live, mais vous pouvez venir voir ça en direct public si vous êtes à Paris. Voilà. C'est un jeudi. Non, je suis persuadée que le 26 janvier, c'est un vendredi. Et maintenant, à Paris! Oui. Par contre, ça aurait dû être un jeudi. Je crois qu'à la base, on avait réfléchi pour un jeudi. Moi aussi, ça me fait sauter un week-end avec mon asso. C'est très grave. C'est vraiment très grave. Ok! Je tire au sort dans 5. Je tire au sort dans 4. Je tire au sort dans 3. Je tire au sort dans 2. Oh non, il y a Rose qui arrive, je peux pas! Aïe, 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 aïe. Mais dégagez! Mais dégagez! C'est quoi ce timing? Incroyable. Merci Rose pour le raid. Si vous êtes à Paris et que vous avez envie de venir voir une émission en plateau avec Lydia et moi-même en partenariat avec la Ligue de l'enseignement pour parler du monde associatif, eh bien, il faut écrire Paris dans le chat maintenant. Voilà, merci beaucoup Rose. Voilà. Sinon, c'est 10 balles la place pour payer la salle. Donc, c'est pour ça. Voilà. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! On n'est pas les bienvenus. Si vous écrivez Paris parce que vous avez envie de me voir sinon, bah, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on fait un live lecture de sciences sociales sur le monde associatif, justement. Et après, on discutera tout ça dans une émission en plateau le 26 décembre. Voilà. Tous les mercredis, ici, c'est live lecture de sciences sociales. Bon, allez, j'en ai ras le cul. Je tire au sort dans 5. Je tire au sort dans 4. Je tire au sort dans 3. Je tire au sort dans 2. Je tire au sort dans 1. Je clique. Je viens de voir Rose qui a écrit, j'attends que ça soit mis. C'est bon, c'est mis. Je clique. Bravo, Koulimbamba. Incroyable, bravo. Première place offerte. Il faut que je t'écrive maintenant. Comment on fait? Comment je fais? Quelle boumeuse. Oh, mais incroyable. Bonjour, je t'écris, attends, je te chuchote. Ça marche pas, évidemment. J'adore Twitch. Ok, attends, je chuchote. Si, c'est bon, ça marche. Bonjour. Voilà. Peux-tu m'écrire ton adresse mail pour le billet? J'ai écrit, hein, globalement. Oh, je trop vite avant que Dolly arrive. Elle va tout rafler. Mais dégagez! Mais dégagez! C'est pas drôle la deuxième personne. Je vais devoir refaire l'explication. Bonjour! Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'étais en train d'expliquer que le 26 janvier prochain, je vais avoir une émission en plateau en direct, en partenariat avec la Ligue de l'enseignement. Ligue de l'enseignement qui est du coup une fédération d'associations, un mouvement d'éducation populaire dans laquelle il y a beaucoup d'assauts. Et du coup, on va faire un live pour parler des enjeux du monde associatif aujourd'hui avec des gens qui la font vivre. Donc des gens qui participent à la vie de la Ligue de l'enseignement. Donc il y aura Amine comme invité qui travaille avec des jeunes pour les aider à lancer leurs assos.
Et il y aura Lydia qui sera à l'animation avec moi. Il y aura d'autres personnes du monde associatif qu'on n'a pas encore teasé. Du coup, si vous voulez venir, comme c'est le 26 janvier prochain à Paris, vous pouvez écrire Paris dans le chat pour essayer de gagner une place. Sinon, si vous avez envie de venir, vous pouvez prendre votre billet. La billetterie restera encore ouverte quelques jours pour que vous preniez votre décision, regardiez et tout. Bref, mais voilà. C'est en direct à Paris, au Club de l'Étoile. C'est juste à côté de l'Arc de Triomphe. J'ai dû faire la forme pour me rappeler du nom. C'est bien, Mando. Viens sur les genoux là parce qu'il faut que je tire au sort l'autre personne qui gagne. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu veux écrire Paris dans le chat pour gagner ta place toi aussi? Il arrive. Il est trop mignon. Au secours, il est trop mignon. Ok. Jeu de rôle. C'est où le bouton? C'est là. Bravo. Bravo Sauce Bloomika. Incroyable. J'ai bégayé. Mando en plateau. Non, il pourra pas venir malheureusement. Bravo Sauce Bloomika. Félicitations. La salle, c'est une salle de cinéma, donc c'est des grands sièges rouges dans lesquels s'asseoir confortablement. Attendez, je vais vous montrer ça. Et puis après, on continue la lecture. Bonjour. Je t'ai chuchoté. Voilà, je t'ai chuchoté. J'ai chuchotax. Comment je montre ça? Ah bah si, je peux faire comme ça. Club de l'Étoile. J'ai manifesté cette réussite en y croyant très fort. C'est beau ça. Je vous montre à quoi ça ressemble le Club de l'Étoile. Ça ressemble à ça. Et du coup, on sera à cet endroit-là, là, sur la petite scène. Vous voyez? Et les chaises, les sièges sont en bas. Et c'est confortable. Voilà, c'est confortable. En vrai, c'est confortable. J'y suis déjà allée pour voir des projections en avant-première. Des fois, ils invitent des journalistes aussi pour des trucs. Il y a des previews avec des journalistes et tout. Voilà. Donc, confortable un max. Exceptionnel. Bref, je suis très contente de ça. N'hésitez pas à prendre votre billet si vous avez envie de venir. Ça me ferait très plaisir de vous voir. Et voilà, et on repart. On repart sur la lecture. Je rappelle, le prix du billet, c'est 10 balles. Et c'est pour payer, du coup, les frais de la salle. Voilà. Bisous. Le fait d'avoir une émission, quoi. Un lieu de tournage. Lieu de tournage, ça coûte de l'argent. Malheureusement. Alors, attendez, c'est où? C'est là. Oh, c'est terrible, hein. Je galère avec mes setups en ce moment. J'ai l'impression de vieillir, quoi. Tout devient plus dur. Salut, Chétil Boubours. Alors, on était là, oui. C'est bon, nickel. Donc là, on était en train de parler de l'engagement bénévole des gens qui ont 60 ans. Et quand ils arrivent à la retraite, en fait, il y a 30% des bénévoles qui ont 60 ans. Bah en fait, leur première implication bénévole, c'est parce qu'ils sont à la retraite à 60 ans. Et ça, c'est beau. Bon, malheureusement, la retraite à 60 ans, c'est... voilà, bon, c'est compliqué aujourd'hui, mais bon. Il est possible, effectivement, que tu vieillisses. Ouais, c'est compliqué, hein. C'est de pire en pire. Dans l'engagement bénévole des seniors, Dominique Thierry décrit bien ces situations de transition travail-retraite. C'est différent selon si elles sont subies ou choisies. Ah oui, est-ce que tu choisis de partir à la retraite ou pas, quoi. Analyser consciemment, seul ou en couple, ou bien traverser sans recul. Elles aboutissent à des situations et des vécus très différents. Une vie dont le quotidien est finalement peu modifié pour certains ou beaucoup d'autres. Un emploi du temps qui va du structurellement trop rempli au trop peu rempli. Et bien entendu, des niveaux de satisfaction et d'épanouissement variant selon ces paramètres. Donc tout le monde vit pas pareil sa retraite, quoi. Il y a des gens, ils bourrent leur planning, ils font trop de trucs. Il y en a d'autres, ils se sentent un peu isolés, seuls, ils ont du mal à trouver quoi faire. Enfin voilà. La retraite, à 60 ans, on se battra pour la retrouver, oui, c'est ça. C'est un peu ça. Il évoque le cas des personnes qui vivent la situation paradoxale d'un sentiment d'inutilité sociale. C'est ce que je vous disais. Quand tu quittes le monde du travail, t'as l'impression d'être inutile parce que tout est centré autour de ça dans nos sociétés, quoi. T'es considéré comme quelqu'un d'important si tu travailles. Ta valeur se fait par le travail. Y a plus rien là-dedans? Ah d'accord. Hop. Et en même temps de refus de s'engager. Donc il y a des gens
qui se sentent inutiles mais qui veulent pas aller dans des assos. Par méconnaissance de la vie associative ou par crainte d'être totalement suroccupé ou encore par repli sur soi. Putain, mais je connais tellement de gens comme ça en vrai. Des gens qui se sentent trop mal et isolés, mais qui en même temps ont trop peur de se lancer dans une asso en mode oh là là, ça va être trop. Je suis pas à l'aise, je suis mieux tout seul. Et mes connaissances en mode ça me fait peur, j'ai aucune idée de ce à quoi ça ressemble. C'est vrai que le monde associatif, c'est quand même plus facile de te lancer dedans quand t'as une personne qui t'y introduit, quoi. Qui te fait découvrir. Parce que aller rencontrer des inconnus tout seul, c'est pas facile. Hein. Attendez. Je nettoie l'oreille de mon chat, c'est vachement important. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'arrivais pas à me concentrer plus de 3 secondes. Voilà, j'assume. Bah oui, mais elle était dégueulasse, là. Il ronronne. Bah oui, c'était dégueulasse. C'est bon. Non, mais il essaye de nettoyer, mais il y arrive pas. Après, il a beaucoup de sécrétions dans ses oreilles. Excusez-moi. Je joue avec mon pied de micro, je fais n'importe quoi avec mes mains depuis tout à l'heure. Enfin, j'ai du mal à rester concentrée. C'est très dur. J'ai mangé un gâteau en plein milieu du stream, en mettant pause à la lecture. Enfin, c'est n'importe quoi. Bon, écoutez, il y a des jours comme ça. Je suis contente parce que maintenant, j'assume. Je fais plus semblant. Toutes les assos qui fonctionnent par mail ou autre plateforme de boomers, c'est une catastrophe pour faire venir des jeunes et des néo-militants militantes. Ouais, après, il n'y a pas de bonne plateforme pour fonctionner, pour faire venir des gens. Hein. C'est une galère. Hein. Nous, on utilise Discord. En fait, les jeunes ou les néo-militants, donc des gens de notre âge ou plus jeunes, ils n'utilisent pas Discord non plus, forcément, en fait. L'utilisation de Discord, elle est hyper marginale. Il y a plein d'autres assos, elles utilisent WhatsApp. WhatsApp, c'est un peu intergénérationnel, mais c'est pas pratique du tout. En vrai, un bon outil pour s'organiser et faire des choses. Signal. Enfin, c'est chiant, en fait. Tout est nul. Franchement, tout est nul. Hein. Salut, Iteart. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à construire une vie hors du travail, quoi. Et arrêter de voir notre valeur par le travail. Ce matin, j'ai passé la porte de mon appartement. Et j'étais en mode, j'ai pas envie de travailler. En fait, ce matin, pour dire la vérité, j'ai très mal dormi. Déjà parce que j'ai encore des symptômes du mon Covid, là, qui part pas depuis un mois. Donc ça m'inquiète un peu. Et du coup, j'ai toussé toute la nuit. C'était horrible. Donc j'ai très mal dormi. Et du coup, bref, je vais faire des courses. Je rentre chez moi. Et j'ai décidé... En gros, je suis sortie de mon lit. Au lieu de me lever à 9h, je me suis levée à 11h30. Et j'ai décidé de rester dans mon lit à dormir à moitié et à lire. J'ai fini un bouquin, donc j'étais très contente. Je suis sortie faire des courses, je rentre chez moi. Et là, en passant la porte de chez moi, je me dis, putain, il est 12h30, tu vas manger et tu vas commencer à travailler que maintenant. T'es vraiment une merde. Et là, j'étais là en mode, j'ai vraiment la porte de l'immeuble dans la main, comme ça. Et j'étais en mode, bah non, en fait. Genre, est-ce qu'on n'est pas quand même une espèce... Pensez juste à l'univers. Pensez juste même à la planète Terre, sur laquelle il y a plein de formes de vie diverses, qu'on est en train d'annihiler, mais quand même. Et là, je serais en train de me flageller parce que je travaille pas. T'es là, mais en mode, mais nique sa mère, ça n'a aucun sens le travail. Ça n'a aucun sens, là, faire du 9h-17h derrière son ordinateur, là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais c'est pas possible, en fait. Pourquoi? Tout ceci n'a aucun sens. Comme tout ceci n'a aucun sens, eh ben niquez-vous. Voilà. Donc je fais ce que je veux quand je veux. Voilà. C'est bon, rien à foutre. J'étais énervée ce matin. Organiser une asso sur Teams. Putain, Teams, c'est nul aussi. Pro tips pour ne pas tousser, faire des lavages de nez au sérum physiologique. Mais oui, mais... Ah, sérum phy. Oh putain, j'ai du sérum phy. J'ai dû faire plusieurs semaines après mon Covid. En fait, moi, les trucs, j'allais dire les trucs à l'eau de mer... Tu vois, les sprays que tu mets dans le nez à eau de mer, ça me fait saigner du nez parce que ma plateforme... Et en fait, là, tu vois, mon nez, c'est une plateforme de décollage, là. Là, ça va miser des trucs en Russie, ici. Non, le truc entre la... Comment on appelle ça? Merde. La paroi, voilà. La paroi de mon nez, sur la paroi intérieure de mon nez, elle est très fragile et ça me fait saigner du nez.
Et je pense que c'est lié au fait que ça soit un spray. Donc, si tu me dis sérum fille, ça je peux essayer de mettre dans mon nez. Je vais essayer. J'ai ce genre de prise de conscience à chaque fois que je prends plus de 3 semaines de vacances. Mais exactement, hein. On est d'accord, oui, géante. Notre vie, c'est pas de travailler toute la journée, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur cette planète pour ça, quoi. Déjà, on est sur cette planète pour rien. Ça n'a aucun sens, la vie sur Terre. On comprend pas pourquoi c'est là. Pourquoi est-ce qu'on serait en train de gâcher ça? Ça n'a aucun sens. Donc, tout ça pour dire... avoir assez d'argent pour vivre, bien sûr. Mais sinon, je fais ce que je veux. Voilà. Je vais essayer le sérum fille dans le nez. Parce que là, j'ai acheté de quoi me faire des inhalations, mais ça marche plus les inhalations. C'est pas assez fort. Trop triste. La vie avec le Covid long, c'est aussi la giga culpabilisation parce que t'es pas productif. Ouais, bah j'espère que j'ai pas ça, mais là, ça commence à puer, là. Ouais, j'ai Slack. Moi, j'utilise Slack aussi. Moi, j'ai testé tous les outils. Je crois pas qu'il y a pas un outil que j'ai pas testé. Je sais tous les utiliser, mais les gens aiment pas. Hein. Trello, Slack, Teams, Discord, WhatsApp, Signal, Telegram, les groupes Facebook. Tout est nul. Maudit qui prépare à la fois le C'est pas sorcier anatomie et astrophysique avec son nez. Non mais ouais, bref. Donc vous voyez, le repli sur soi. Franchement, j'ai envie de prendre les gens à la retraite là et de les aider, quoi. Tu te fais bourrer la tête. Toute ta vie, tu entends que l'important c'est le travail, l'important c'est ta carrière. Du jour au lendemain, t'as plus de travail. Du jour au lendemain, en plus, parce que quand tu passes 50 ans en entreprise, on te traite mal. Plus tu vieillis, plus le monde de l'entreprise, quand t'es employé de base, là, il te traite mal. Il se comporte mal avec toi. Donc en plus, t'es jeté comme une merde. On te fait sentir que t'es plus important. Il y a beaucoup de gens, ils se réalisent en tant que personne par le travail. Parce que c'est là qu'ils sont valorisés, entre guillemets. Valorisés, on leur crache dessus, hein, mais vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est dans cet espace-là qu'ils ont l'impression d'être utiles. Du coup, ils perdent ça. Et du jour au lendemain, il faudrait qu'ils aillent rejoindre des assos, sauf qu'ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Ils savent pas comment faire. Par qui, quoi, où. Rencontrer de nouvelles personnes. Enfin, bon. Rencontrer de nouvelles personnes par le biais des collègues, parce qu'on va tous au travail, c'est plus facile quand même que d'aller dans une asso, quoi. Tu dois ça fait dans les meilleures années de ta vie où tu peux profiter pour faire plein de choses, c'est frustrant. Bah, c'est horrible. Ah, je connais pas ça. Un sketch sur le capitalisme avec des têtes d'épingle. Non, ça, je connais pas. Salut Gwenny, salut Noé Mango. L'organisation collective, ça ne se résout pas avec des outils. Ça, c'est le piège dans lequel tout le monde tombe, hélas. Mais c'est quoi cette phrase de boomer, là? T'es en train de nous dire qu'il faut se voir? En fait, c'est juste que, au-delà de s'organiser, nous, on passe beaucoup de temps ensemble pour faire des choses, mais à certains moments, on a besoin de faire des listes, de répartir des tâches. Donc, on a un Discord, un Google Drive, un WhatsApp, des groupes Messenger, des machins. Et en fait, au bout d'un moment, tu t'étales, mais parce que tu n'arrives pas à savoir comment est-ce que tu fais pour faire les choses concrètement. Et ben, en vrai, si tu fais une réunion et que des gens peuvent pas être là à la réunion, comment est-ce que tu leur transmets les comptes rendus? C'est une galère, quoi. C'est une galère. Et t'as beau passer du temps ensemble et créer de vrais liens sociaux, faire des choses ensemble, c'est pas facile. Hein. Pourtant, nous, on a des objectifs faciles et clairs, mais bon, compliqué. Hein. Les entreprises ne nous réalisent pas, elles nous consomment. Mais oui, mais le problème, c'est que on t'apprend à voir ça comme un moyen de te réaliser en tant que personne. C'est horrible. Elles nous consument. Oui, bien vu. Dominique Rongvo, je connais pas du tout. Il en vient la nécessité d'accompagner individuellement et collectivement des personnes à gérer au mieux cette transition et à mener une réflexion sur le choix d'un nouveau projet de vie, en dehors du travail du coup. Il suggère que les entreprises mettent en place de vrais processus de préparation à la retraite, en particulier dans le cadre de l'obligation légale de négocier les accords collectifs sur la gestion des seniors. Il s'agit en effet d'un enjeu majeur pour la société évidemment et plus particulièrement pour les seniors eux-mêmes.
La retraite effective correspond à une période où l'on ressent le besoin de se rendre utile, où l'on a le sentiment d'être désormais moins utile. L'action associative peut répondre à ce besoin. C'est ainsi que plus de 63% des bénévoles de plus de 60 ans se qualifient comme un homme ou une femme ayant simplement le souci d'être utile. Cette attente n'est pas anticipée puisque ce sentiment est partagé de manière identique à 53% par les 40-55 ans, a priori pourtant actifs qui ont un travail, et les 55-60 ans actifs en fin de carrière. Putain, c'est marrant, les gens ils ont envie d'être utiles et ils comprennent que le monde du travail c'est pas là où ils sont le plus utiles. Je me demande si les bourges ont la même mentalité du « il faut être pour le travail ». J'ai l'impression qu'ils aiment bien se faire bouffer par le professionnel aussi, surtout les startups Nation Core. Mais oui, c'est ce que je disais. Ils ont plus de temps pour eux et pour leur famille. Ils partent en vacances par contre. Hein. Ils claquent de la thune pour les vacances. Ça y va. Mais c'est pareil. Hein. C'est pareil. En fait, tout le monde. Là, personne n'échappe à ce prisme-là de le travail et ta réussite, c'est ta carrière. Personne n'échappe à ça. Personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils le vivent tellement mal quand on dit mais vous n'êtes que des héritiers, tu vois. Quand tu dis à Elon Musk, mec, tu t'es pas fait toi-même, t'es qu'un héritier, et à tous ces riches-là, ils le vivent trop mal, ils sont en mode ah non mais moi j'ai tellement travaillé. Mais c'est pas juste pour se créer un mythe, c'est qu'ils y croient quoi. Ils y croient. Et donc c'est pour ça je pense que prochain stream là demain matin, je vous parle de ça parce que je vais le lire ce soir là. J'ai commencé à le lire déjà dans le train mais j'ai pas encore assez avancé là. C'est le nouveau magazine, vous connaissez sûrement, le magazine Sciences Humaines. Vous connaissez sûrement parce que j'ai fait une interview dedans l'année dernière. Non mais c'est un super magazine qui parle de sciences humaines et sociales. Littérature aussi, plein de choses différentes. Voilà, c'est multidisciplinaire. Normalement c'est mensuel, mais là j'ai pris un spécial. Les grands dossiers en gros c'est un dossier thématique spécial. C'est pas le mensuel. C'est un truc en plus. Et c'est l'art du coaching. Voilà. Travailler sur soi avec les philosophes, devient la meilleure version de toi-même. Qui murmure à l'oreille des patrons? Le coaching sportif est-il une science? Le boom des coachs scolaires. Et vous avez aussi tout un truc sur les influenceurs. La révolution du développement personnel. Voilà. Mais tout le monde devient le coach de quelqu'un, machin, enfin voilà. Et du coup, typiquement, les riches sont persuadés qu'ils travaillent beaucoup aussi parce qu'ils se font coacher. Hein. Voilà. Et ils se disent, bah si moi je le fais, tout le monde doit le faire. Oui, aussi, oui. J'ai tellement travaillé. Voilà, donc je vais essayer de lire ça. Cette nuit. Je vous promets pas que je vais le lire. Mais demain matin, je vous en parlerai en tout cas. De ce que j'ai lu. Parce que je pense pas que je l'aurai fini ce soir. Le développement personnel qui peut dériver sur des sectes en plus, oui. T'as raison, Lisa Bull, ouais. Salut Shaden. Je ne dis pas que c'est facile, mais on peut te mettre des meilleurs outils dans les mains. Ce qui bloque, c'est la motivation des gens. Et maintenir cette motivation. Et aujourd'hui, tout est fait pour démotiver les gens. C'est une vraie difficulté. Oui, mais nous, on n'a pas ce problème-là, pour le coup. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. L'outil n'est pas une solution magique. Mais en fait, ce que je dis, c'est que même quand les gens sont motivés parce qu'ils ont l'impression qu'ils y gagnent quelque chose, ça fait du bien. Et tu sais que le groupe est là, est motivé, et que ça, tu l'as. Ça marche, ce truc-là. Mais même dans ce cas-là, t'as pas de bons outils aujourd'hui pour concrètement faire quelque chose après. C'est chiant. J'ai tellement travaillé et la daronne qui doit se lever à 5h tous les matins pour nettoyer ton bureau, elle a tellement travaillé aussi, pourquoi elle est pas milliardaire? Non mais oui, non mais c'est des merdes. Hein. Ouais, c'est des merdes. Mais c'est des merdes persuadées qui travaillent. Voilà. C'est quand même particulier. Hein. Ça, personne n'est épargné. Le mythe méritocrate, personne n'est épargné. Juste, il y en a qui en sortent vainqueurs et d'autres non. C'est toujours le même problème. C'est les héritiers qui sortent vainqueurs du mythe de la méritocratie. Est-ce que c'est pas cocasse, ça, quand même? Moi, je trouve que si. Hein. Donc, en tout cas, voilà. Les gens ont envie de se sentir utiles et c'est pour ça qu'ils vont dans des associations. Ça, qu'importe leur tranche d'âge. Les expressions qui qualifient un bénévole varient selon les générations. La rupture et les comportements se situent plutôt autour de la tranche d'âge des 60-65 ans, lorsque la retraite devient effective. Le temps libéré est disponible, le changement de statut social induit une implication assez pragmatique. Donner du temps, se rendre utile, plutôt qu'idéologique ou affective.
comme un engagement citoyen ou une passion. C'est vrai que quand tu as un engagement associatif à côté d'un travail et d'une vie de famille, tu sais que c'est vraiment une passion pour toi. C'est un truc dans lequel tu crois vraiment. Si tu arrives à libérer du temps pour ça, en plus de ta vie, c'est que là, vraiment, tu y crois. Alors que les retraités, c'est plus pragmatique pour occuper, pour s'occuper, voilà. À l'approche de la retraite, le terme bénévole prend une dimension nouvelle, lorsque l'emploi ne définit plus à lui seul le statut social. Ça, c'est beau. L'enquête est illustrative de ce point de vue. 25% des bénévoles de 40 à 55 ans n'emploient pas ce terme pour qualifier leur action. Ils donnent un coup de main, ils aident les autres, mais ils ne s'appliquent pas le terme bénévole. Ah bon ? Ah ouais, c'est ouf ! Quand ils travaillent, ils disent pas qu'ils sont bénévoles. Ah ouais ? À côté, ils disent « Ah oui, je donne un coup de main à tel truc. Je suis dans tel asso, j'imagine, ils doivent dire ça. Je suis dans tel asso. » Adhérents. Les personnes de 60-65 ans sont 19,5% dans ce cas. Celles de plus de 60%, 18%. La proportion faiblit nettement avec l'âge, montrant une nouvelle étape de la vie. On se retrouve de mieux en mieux derrière ce terme bénévole, et on le revendique même pour certains. Et qu'on le soit depuis toujours ou qu'on le devienne, les ressorts de l'engagement bénévole et les raisons qui mènent vers le bénévolat sont nombreuses. Ah, on va voir les raisons maintenant. J'approche de la retraite, comme j'étais graphiste indépendant, mon travail, même mal payé, me faisait kiffer. Mais maintenant, je suis obligée de prendre des boules alimentaires. Je t'avoue que j'ai souvent le seum. Pourtant, je sais bien que la vie n'a aucun sens, mais bon. Non, mais je comprends que ça foute le seum. C'est horrible. Non, mais en fait, on n'est pas à l'abri de tous faire un boulot alimentaire, tu vois. Moi, là, par exemple, je fais un boulot que j'aime bien, j'ai fait de l'alimentaire avant. C'est pas sûr que ça dure tout le temps et que je me retrouve pas à accepter des trucs et à faire de l'alimentaire. C'est juste que tant que tu peux en profiter de faire des choses qui te plaisent, tu en profites, quoi. Mais c'est clair qu'il faut survivre. T'as pas le choix. C'est juste que, comme on n'a pas le choix que d'avoir de l'argent pour survivre, je me dis... Arrêtons de nous mettre la pression, parce que je vois des gens qui font un boulot qu'ils détestent, dans lequel ils se mettent la pression à fond pour être meilleurs à ce truc-là qu'ils aiment pas. Parce qu'il faut une belle carrière, tu vois. Mais ça n'a aucun sens. Et comme moi, par exemple, ce matin, qui ai pas dormi, tu vois, très bien, j'étais malade et tout, je me lève et je me dis, quand je reviens de mes courses à midi, que je suis une merde parce que j'ai pas travaillé. T'es là en mode, mais en fait, t'as le droit d'être malade, quoi. Au secours. Tu vois, en fait, c'est de juste casser les réflexes de se dévaloriser ou de se mettre la pression. Ça c'est fini, quoi. Ça, c'est fini. Non, les réflexes, ils seront toujours là. Mais il faut regarder le réflexe en face et lui dire « Mais ferme bien ta gueule. Ferme bien ta gueule. Je vais pas être là à m'auto-exploiter pour le bon plaisir de qui, là. Ça n'a aucun sens, en fait. » J'ai été faire mes courses à midi, Mirichant. Mais en fait, je suis pas vraiment malade, mais c'est les restes. C'est chiant. C'est chiant. Quand on pense qu'aux États-Unis, au Canada, c'est valoriser le bénévolat, les gens le mettent sur le CV. Bah en France aussi, faut le mettre sur le CV maintenant. Ça fait partie de tes soft skills. Voilà. On est en train d'aller de plus en plus vers cette société-là quand même. Elle prend l'OPSP Red Shadow Legends au pire, on comprendra. Non, 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 non. Non, ça tout va bien. Non, non. Pour les autres, mais aussi pour soi. Parmi les motivations proposées dans le cadre de l'enquête nationale en 2010, deux motivations pour les autres ont été choisies rétrospectivement par environ 76% des bénévoles. Ah, donc les gens s'engagent dans une asso pour être utiles à la société et pour agir pour les autres. Ah, c'est beau. Et sinon, il y a 37% des bénévoles qui disent que c'est la cause défendue qui est importante pour eux. Donc, c'est intéressant. Moi, c'est l'inverse. Je préfère la cause plutôt que l'impression d'être utile. Et la plupart des bénévoles, c'est important pour eux d'être là pour les autres et d'être utiles. Les gens sont solidaires. Et après, les gens te disent, oui, l'homme est un loup pour l'homme. Les gens sont des merdes et tout. Et après, tu regardes les stats et les gens sont en mode, moi, j'ai envie d'être utile aux autres. J'ai envie de leur faire du bien. Et t'es là, mais... Oh, je vois pas la différence. Bah, la cause défendue, c'est que c'est quelque chose dans lequel tu crois, tu vois. Par exemple, l'écologie, tu vois. T'es dans une asso où tu fais des actions concrètes pour éviter que le littoral à côté de chez toi, il soit défoncé. Ça, tu y crois. Tu fais pas ça pour les autres. Tu fais ça parce que toi, tu crois
d'un point de vue éthique, que c'est important. Et qu'ils devraient arrêter, je sais pas, la déforestation, le nouveau projet d'autoroute, tu penses que c'est de la merde. Voilà, ça c'est la cause. Alors que l'engagement, parce que tu as envie d'être utile à la société, c'est parce que tu penses que tu peux apporter des choses aux autres, tu vois, d'agir pour les autres, il y a écrit. T'as envie d'être solidaire et de faire du bien aux autres. T'es social, t'es un être social, voilà. Je pensais à des assos d'aide aux personnes. Oui, bah ça peut être aussi dans des assos d'aide aux personnes, tu vois. Mais par exemple, si on prend la question d'aide aux migrants dont on parlait la dernière fois, il y a des gens qui vont aider, par exemple, pour faire partie d'assos d'aide aux personnes migrantes, qui vont le faire parce que ils considèrent que... bah, ce que je disais tout à l'heure, il y a des gens, ils vont dire, moi je considère que personne n'est illégal, qu'on devrait abolir les frontières, que ça n'a aucun sens. Donc, je vais aider ces personnes-là parce que c'est un non-sens. Et il y en a d'autres qui ont envie d'aider des gens et d'être utiles et qui vont aider ces populations-là, tu vois. À Calais, par exemple. Mais pour autant, tu vois, la cause internationaliste, c'est pas forcément un truc chez eux. Ils savent que ces personnes-là sont dans le besoin, qu'elles ont besoin d'aide, et ils vont les aider. Vous voyez, donc, voilà. Ça dépend peut-être le niveau. Est-ce que t'es dans un niveau plus local ou est-ce que t'es dans un niveau plus théorique, quoi. Moi, j'ai eu une formation théorique, je pense que ça m'a un peu gangréné le cerveau. C'est pas forcément pour le mieux, d'ailleurs. Donc ça, c'est ce que disent les gens en général, qu'importe leur âge. Il n'y a pas de variation spécifique en fonction de l'âge. Il n'en est pas de même pour les motivations pour soi-même. Ah, donc, les motivations personnelles, elles doivent changer en fonction de l'âge, par contre. Nous avons retenu les thèmes de l'épanouissement personnel, du souhait d'appartenir à une équipe et l'acquisition d'une compétence. C'est vrai que t'apprends plein de choses quand tu fais partie d'une asso. Moi, il y a plein de choses où je pensais pas que j'étais capable de le faire et... Je suis pas venue pour ça. Genre, je suis pas venue en mode allez, ça va remplir mon CV, je vais savoir faire des trucs. Pas du tout. Mais c'est vrai que ça m'a appris tellement de choses. Parce qu'il n'y avait pas le choix de faire de nouvelles choses, parce qu'il y a personne qui est formé et du coup, tu testes. Enfin, voilà. Tu bricoles. C'est assez ouf. Et du coup, tu te sens. Enfin, comment dire, t'as un sentiment d'accomplissement parce que tu te dis putain, ce truc-là, je pensais que j'étais incapable de le faire et au final, j'ai réussi, quoi. C'est stylé. Et en plus, t'es aidé par les autres, tu fais pas tes tâches tout seul, quoi. Ça, c'est cool. Alors qu'au travail, bon, si tu foires, tu te fais bolosser par ton chef. Ceux qui sont engagés dans le bénévolat savent qu'ils contribuent significativement à leur épanouissement personnel. Et pourtant, cette notion est acceptée comme une motivation par une proportion de bénévoles qui faiblit très nettement avec l'âge. 60% des plus jeunes disent qu'ils sont là pour leur épanouissement personnel, alors qu'il n'y a que 35% des 65 ans qui assument ça. Ah ouais. Comme si ce retour sur l'investissement bénévole devenait peu à peu une sorte d'interdit. Ah oui, c'est un sujet tabou, quoi. De dire que tu fais ça pour toi. Aussi. Pourtant, t'as le droit de t'engager pour toi, parce que c'est important pour toi, ça te fait du bien, enfin, c'est ouf. Dans le même esprit et dans le même sens, la notion d'acquisition de compétences, dans le cadre de l'action bénévole, est mise en avant par un peu plus de 28% des jeunes bénévoles, qui ont entre 18 et 25 ans. Cette proportion faiblit très nettement avec l'âge, pour se situer à peine au-dessus des 5% chez les 60-65 ans. Non mais c'est parce que les vieux, ils ont tout compris à la vie, ils n'ont plus rien à apprendre. Hein. Pour ces deux ressorts de l'engagement bénévole, cette influence de l'âge prend vraisemblablement sa source dans une attitude conventionnelle, de type politiquement correct, qui ne correspond pas du tout en fait à la réalité. Ah oui d'accord, ils font de la langue de bois, c'est ça qu'est en train de dire le chercheur là. Les chercheurs, ils sont deux. Ils veulent se montrer altruistes, le gain égotique et pas assumé. Oui, c'est ça. En fait, c'est la langue de bois. Ils assument pas le fait qu'ils peuvent apprendre des compétences et découvrir des choses ou qu'ils font ça aussi pour eux, quoi. C'est pas accepté. Mais aussi parce que c'est les remarques... Enfin, il y a eu une remarque dans le chat qui disait oui, bon bah oui, ils s'engagent aussi parce qu'ils sont seuls, quoi. 3 petits points. Il y a eu ce commentaire-là. Ils sont seuls aussi, quoi. Du coup, oui, bon, est-ce que c'est vraiment un engagement si Je pense que tu peux... avoir le regard des autres qui est en mode oui, est-ce que tu t'engages vraiment parce que tu y crois ou c'est important pour toi ou est-ce que tu fais ça parce que t'es seul et à la retraite, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de dénigrement des vieux aussi. Plus tu vieillis, en tout cas à 60 ans, ça va, mais quand on pense à 70 et plus ça va, plus on dénigre les plus vieux, donc bon. Les jeunes qui font du bénévolat, j'espère que ça prend pas en compte ceux qui vont s'improviser prof dans des pays pauvres pour leur CV. Là, comme c'est issu les données du
L'enquête nationale BOB de 2010, si. Parce que... Périanal? Ah non, périnatal, putain, je sais pas lire. Ok, bénévolat en France. La situation, c'est voilà. C'est la situation du bénévolat en France en 2010. C'est ça l'enquête. Il me semble que si, ça prend tout en compte, même les assos, ONG, pas que les assos sur le territoire, les ONG aussi, à l'étranger. Parce qu'on parle de millions de personnes. Si, ça inclut ça. Mais là, c'est pour ça qu'on se concentre sur les personnes plus âgées qui participent à des assos locales. Oui, ça inclut les jeunes qui font du tourisme. Oui. Mais là, nous, le texte qu'on lit, il analyse les plus de 60 ans. Mais les chiffres sur lesquels sont basées les données viennent du niveau national avec tout inclus. Péri-anal, c'est un autre sujet. Ouais, j'ai vraiment bugué en lisant le truc. Hein. Oh mon dieu. Ouais, le volontourisme, on a regardé un documentaire sur ça pendant le cycle sur les ONG, c'est horrible. Ouais. Mais c'est encore compté comme... Ça dépend. Si c'est en lien avec une association française, ça sera compté comme du bénévolat et ça sera dans la stat. Si c'est... T'es mise en relation avec une asso là-bas, localement sur place, je pense pas que tu seras compté. Il faut revérifier les données de l'enquête nationale pour savoir ça, si vous avez envie de savoir ça. Mais comme c'est pas la population qu'on étudie, là. Alors, attendez, j'en étais où? Là. Ah oui, si, on était là. Oui. Attends, quoi? J'ai oublié le... Je sais plus à quel paragraphe on était, je suis en train d'essayer de le retrouver, excusez-moi. Je vous ai dit, aujourd'hui, il y a du mal à se concentrer. Hein. Ah voilà, c'est là. Le dialogue avec les bénévoles montre que la notion d'épanouissement personnel est constante, et même plus subtile encore au fil des années. Donc tout le monde s'épanouit, hein, au final. Non, t'inquiète pas, t'as pas perturbé le live, hein, c'était intéressant. De savoir sur quel stade ça se base. De même, l'acquisition de compétences est continue et même revendiquée chez les seniors avec une volonté de bien faire développer plus loin. Adorable. Mais vous voyez, on apprend à n'importe quel âge. Il y avait des gens qui étaient méprisants avec les vieux pendant le cycle sur les vieux en mode oui, mais leur cerveau en même temps, c'est bon. Tu peux apprendre à n'importe quel âge. Et vous savez que les animaux, c'est pareil. N'hésitez pas à adopter des vieux animaux, ils apprennent tout au cours de leur vie. Bon, toi, t'es pas vieux. Mais je l'ai pas eu chaton. Et regardez, je peux le déplacer en harnais. Comme une sale bobo des villes que je suis. Il a appris. Il y a plein de gens, ils disent oui, si on les a pas bébés, c'est gâché. Vous faites ça avec vos amis, vous? Vos amis, vous les trouvez bébés dans le berceau, sinon c'est gâché et vous pourrez pas en faire ce que vous voulez. Bon, bah voilà. Adopt, don't shop, bien sûr. Attends. Tu t'es pris les griffes. Viens là. Merci. Il a l'air tellement à l'aise. Il déteste les bisous, je suis désolée. Il déteste les bisous. C'est terrible. Je peux pas m'empêcher de lui en faire, mais il aime pas ça. J'avais plus de sang dans les jambes, il fallait que je le bouge. Ok. Il y a donc un décalage entre ce que l'on ressent et ce que l'on veut faire paraître. Ça. Alors ça, c'est notre vie, ça. Ça, c'est terrible. Moi, mes amis, je les ai trouvés relativement vieux, je les balade en harnais. Voire même parfois entre ce que l'on pourrait vivre et ce qu'on ne l'ose et ce que l'on ose s'autoriser. Ça, c'est vous le chat, ça. Vous osez pas vous autoriser des trucs, hein, je vous vois. Il y a ainsi un travail considérable à entreprendre, tout particulièrement dans le secteur social, où ce décalage est le plus important. Un travail qui consiste pour les bénévoles eux-mêmes à se libérer de ce point de vue, et pour les associations à lancer une dynamique en ce sens. Faute de quoi, les bénévoles ne vivront pas leur engagement aussi bien qu'ils le pourraient, et cet engagement continuerait alors de renvoyer une image peu attrayante pour les bénévoles potentiels. Merci Sinka pour les 34 mois de soutien. Bonsoir. Pourquoi on se fait attaquer? Bah non, mais je trouve que c'est très vrai cette phrase-là.
il y a des choses que tu ressens, mais tu vas pas oser les dire. Et parfois, tu peux faire des choses, mais t'as l'impression que non, c'est trop, tu pourras pas, tu y arriveras jamais. On est hyper dur avec nous-mêmes et on se dévalorise beaucoup et on pense qu'on est beaucoup plus incapable que ce qu'on est véritablement. Je suis pas en train de vous dire de devenir la meilleure version de vous-même, mais des fois, on se dévalorise beaucoup trop, quoi. Surtout ça. On n'est jamais assez bien, quoi. Selon nous, on n'est jamais assez bien. Alors que, soyez un peu indulgent envers vous-même. Des fois, vous êtes très dur envers vous-même. Oui, ou alors, on connaît vos limites. Oui, ça, c'est... Connaître ses limites, c'est important, pour le coup. Mais il faut avoir testé pour connaître ses limites. Il y a des gens, ils ont envie de faire des choses. Tu vois, c'est là. Mais ils sont tétanisés, quoi. Après, c'est très dur quand on est tout seul, pour le coup. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint des mouvements militants ou associatifs sur le Discord ou en participant à la chaîne, ça me fait plaisir. C'est beaucoup ça avec les personnes minorisées. Oui, de se dénigrer. Oui, clairement. Oui. Ouais. De se dire qu'on serait pas capable et tout ça, bien sûr, ouais. Ou alors, il y a un truc qui existe beaucoup en asso, quand il y a quelqu'un qui rejoint et tout, qui est en mode « Ah bah oui, mais moi, j'ai rien à vous apporter, je sais pas... » Enfin, j'ai aucune compétence. T'es là genre, comment ça t'as aucune compétence? Et quand bien même, déjà, bah c'est pas grave, mais c'est pas possible que tu n'aies rien. Rien. Je ne sais rien faire. Figurez-vous que je roule hors de mon lit, je vais aux toilettes, et manger, je ne mange même pas. Non. J'attends que le soleil me frappe le visage. Non mais vous n'êtes pas Louis XVI. Bon bah à part si vous êtes Louis XVI, là vous savez effectivement rien faire. Quelqu'un vous brosse les dents et fait tout pour vous, sinon vous savez faire des choses. Tout ce que je sais c'est que je ne sais rien. Écoutez, je suis ministre, je ne sais rien faire. Ma limite c'est de me valoriser, voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Autorisez-vous à vous valoriser s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et il y a un travail considérable à entreprendre, tout particulièrement dans le secteur social où ce décalage est le plus important. Donc vraiment l'idée d'aller aider les gens à voir que c'est ok de dire que vous venez aussi dans les assos pour vous, que ça vous apporte des choses. C'est ok. J'avais vu des TikTok sur ça, genre je fais des erreurs. Ben non. Faire des erreurs c'est grave. Ben non, pas du tout, on a le droit de faire des erreurs. Et si toi tu fais une erreur, quoi, j'ai fait une erreur? Oh non, je suis une merde, oui c'est ça. Oui. Je connais des gens en asso, juste avoir des gens qui viennent prendre le café le matin et taper la discute avant qu'eux-mêmes commencent leur journée de bénévolat, c'est déjà énorme. Bah ouais, c'est trop cool. Mais bien sûr. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que tout le monde est là pour vous dénigrer en termes de société, tu vois. Il y a tout pour te rappeler que t'es jamais assez bien. Rien que regarder les pubs, regarder du contenu ou quoi, tu sais, t'as toujours l'impression que les gens, ils en font plus, qu'ils sont à fond, tout est meilleur, ils sont toujours meilleurs que toi, le monde dans l'entreprise, c'est pareil. On est là pour t'écraser, te mettre en compétition, pas créer de lien avec tes collègues. Toujours plus. Faut toujours se vendre, être le meilleur et tout. Du coup, vous n'avez pas le droit de vous imposer ça à vous-même. Voilà, c'est la nouvelle règle. Pas le droit de faire ça à vous-même. Les autres vous le font, ne vous le faites pas. Scandale. Les gâteaux en asso, c'est super dur en vrai. Hein. Moi, ça m'épuise. Hein. Déjà, rien que pour moi, ça m'épuise, alors oh là là. Le dévouement et l'intérêt pour les autres peut et doit être joyeux, épanouissant et enrichissant du point de vue des compétences. Dans le cas contraire, le bénévole serait moins heureux, donc moins efficace, et ira donc moins loin dans son parcours associatif. Bah oui. Apprendre des compétences, c'est surtout être curieux et découvrir de nouvelles choses aussi. Hein. Si tu fais tout le temps la même chose, tu t'ennuies et t'as pas envie de rester, quoi. Un autre ressort du bénévolat vient nous montrer que cet objectif est parfaitement accessible. Le souhait d'appartenir à une équipe, satisfaction personnelle, est en effet d'autant plus manifesté que l'on avance en âge. Par 22% des jeunes jusqu'à 30% des plus de 65 ans. On note du reste dans le graphique que ces proportions relativement constantes entre 40 et 60 ans, 25%, bondit à 28% entre 60 et 65 ans et à 30% au-delà de 65 ans, comme un besoin de retrouver plus encore à ce moment-là. Les coopérations que l'on a connues dans le milieu professionnel. Ah ouais. En asso, j'ai vu des gens ramener des boîtes de médoc non terminées, juste ça, c'était utile. Mais c'est clair. C'est clair.
L'engagement bénévole répond alors aussi aux besoins de socialisation de celles et ceux qui ont quitté le monde du travail. C'est ça, c'est un lieu de socialisation. Ce qu'on disait, hein, discuter, rien que de pouvoir discuter avec les gens, c'est très bien, quoi. La satisfaction affichée par les plus de 60 ans vient également nous rassurer sur le plaisir qu'ils prennent dans leur engagement bénévole. C'est ainsi que le contact et les échanges avec les autres sont ressentis par les 2 tiers des bénévoles de plus de 60 ans. Ah ouais, donc la plupart, ils viennent pour ça, quoi, pour le contact et les échanges. Sans différence par rapport aux bénévoles plus jeunes. C'est beau. De même, le plaisir d'être efficace et utile est éprouvé par plus de 60% des seniors. Cette proportion bondit même de 50% chez les 55-60 ans et à 62% chez les 60-65 ans. C'est beau. Mais ça, c'est sûrement lié au travail quand même. Et le besoin d'être efficace et utile. En fait, on n'a pas besoin d'être efficace et utile. Juste être là, ça se suffit. Hein. Mais ouais, on est matrixé. Hein. C'est terrible. La convivialité au sein des associations et du groupe des bénévoles est une satisfaction choisie par plus de 40% des bénévoles de plus de 60 ans. Bon, pareil que les plus jeunes, quoi. Le plaisir de découvrir un univers jusque-là inconnu est choisi par une proportion de 19% des bénévoles de 60 à 65 ans. Donc c'est plus important quand tu vieillis de vouloir découvrir de nouvelles choses, apparemment. Bref, globalement, voilà. Il y a donc un contraste saisissant et à corriger au plus vite entre ce que les seniors s'autorisent à afficher en termes de motivation pour justifier leur engagement bénévole et ce qu'ils ressentent véritablement en termes de satisfaction, notamment au virage des 60 ans, au moment d'un nouveau départ favorisé par un engagement bénévole qui va s'épanouir. En gros, la vie bénévole est beaucoup mieux vécue et apporte beaucoup plus de choses que ce que les bénévoles vieux osent dire parce qu'ils n'osent pas en parler de peur d'être vus comme des gens égoïstes qui viennent profiter des assos pour se faire des amis et pour apprendre des choses et voilà. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Alors attendez, je vais dire ça en diagonale. Les déceptions. D'où viennent les déceptions? Les jeunes retraités sont déçus, beaucoup plus déçus que les 40-55 ans par exemple, qu'il n'y a pas assez de moyens financiers dans les associations. Ça les déprime ça. Ok. Peut-être parce que l'association est désormais leur lieu principal de leurs activités, en dehors de la sphère privée. Donc du coup, s'il y a peu de moyens, ils sont tristes. Forcément. Plus l'engagement est fort, plus on est déçu qu'il n'y a pas assez de moyens dans les assos. Il y a une réminiscence aussi chez les plus vieux du sentiment de manque de considération. La période de flottement entre la fin de la vie professionnelle et le début d'une nouvelle période peut être source d'incertitude et accentuer le besoin de reconnaissance. Ouais. Normal, hein. Ça c'est normal. Entre 55 et 60 ans, donc juste avant le départ à la retraite, il y a un moment de flottement et il y a des bénévoles qui expriment des doutes. Ils sont en mode j'ai le sentiment de ne pas avoir choisi la bonne association. Ce sentiment peut provenir d'une déception concernant le fonctionnement de l'association dans laquelle ils sont engagés, dans le secteur d'activité ou dans la cause en elle-même. En même temps, c'est normal, hein. Ils sont en train de prévoir leur transition vers leur retraite. On a vu que les gens qui vivaient le mieux leur retraite, c'est des gens qui avaient, à la fin de leur vie professionnelle, préparé une transition vers leur retraite en justement cherchant de nouveaux espaces de sociabilité. Ça peut être les assos. Et du coup, bon bah, tu peux tomber sur des assos qui te plaisent pas forcément et te dire bon bah merde, ça me va pas. Et du coup, après, quand ils sont plus vieux, ils sont satisfaits parce que soit ils sont habitués, soit ils sont partis dans une autre asso, quoi. Le fait que ces doutes s'atténuent fortement au-delà des 60 ans et plus encore au-delà de 65 ans montre qu'un meilleur équilibre se fait entre les attentes des bénévoles et ce qu'ils vivent au quotidien dans leur association. Ouais, c'est ça. Ils ont moins d'attentes parce qu'ils savent un peu mieux à quoi ressemble le monde associatif aussi, quoi. Ok. Ils se considèrent suffisamment autonomes et sont heureux de ne plus être contraints à la hiérarchie formelle à laquelle ils pouvaient être soumis dans le monde de l'entreprise. C'est stylé ça quand même.
Par contre, ils aimeraient que la prise en charge de leurs frais de déplacement soit pris en compte, quoi, occasionnée par l'activité. Parce que, comme ils sont à la retraite, ils ont une baisse de leur pouvoir d'achat. Et ils ont aussi des habitudes de remboursement de ces frais par leurs anciens employeurs. Donc ils demandent plus que les jeunes des remboursements, quoi. Normal en même temps. À partir de 65 ans, il y a d'autres préoccupations qui arrivent. Ils souhaitent de plus en plus l'aide d'autres bénévoles pour les soutenir dans leurs activités. Et ils aimeraient un allègement de leurs responsabilités. En même temps, à 55 ans, t'arrives dans des assos. 10 ans plus tard, à 65 ans, t'as peut-être envie d'en faire un peu moins, tu vieillis et tout, voilà. Ouais, c'est ça. Ils parlent d'usure et d'une certaine lassitude. Ouais, normal. Le bénévolat, ça te coûte de l'argent, hein. Oui, c'est sûr, hein. Ça te coûte de l'argent, hein. Tu mets ton argent pour une asso, hein. Tu mets pas juste ton temps, c'est vrai, hein. Ça, c'est vrai. Ne serait-ce que préparer de la bouffe, faire des dons, récupérer du matos, te déplacer. Ouais, ouais. Ah, on ne négligera pas par ailleurs le découragement devant le manque de résultats en dépit du temps passé, considéré comme un risque de frein au bénévolat par 10% des plus de 60 ans, sans différence avec les autres bénévoles. Voilà. Donc ça, c'est pour tout le monde, hein. Qu'apporte ton âge, t'as une pression de l'entourage et t'as le dépit de te dire « Ouais, bah, j'ai passé beaucoup de temps et ça va servir à quoi ?» Ça, c'est pour tout le monde pareil. Ok. Je regarde s'il y a d'autres choses dans les statistiques qu'on peut noter. Et après, on va passer au React, c'est pas sorcier. Contrairement à ce que l'opinion publique et les médias avec elle ont tendance à croire, l'engagement bénévole est aujourd'hui façonné d'exigences et de volonté de bien faire. Les plus de 60 ans ne sont pas disposés à se laisser aller au gré de l'expérience acquise et de leur ancienneté dans une association. Ils se laissent pas faire. Voilà. Allez. On se débarrassera aussi de l'idée reçue selon laquelle la notion de formation ne serait plus de mise passé 60 ans. C'est faux, on apprend des choses et on se forme après 60 ans. C'est ainsi que 82% des bénévoles de plus de 60 ans estiment qu'elle est nécessaire la formation. Eh oui. Eh oui. C'est juste qu'en fait, dans le monde de l'entreprise, on abandonne les plus de 60 ans, ils en ont rien à foutre. Voilà. Des bénévoles fidèles et très investis dans leur action. C'est beau. L'âge des 60 ans marque un nouveau bond en avant dans cette proportion. Alors du coup, ils s'investissent comment? Plus de 5 heures par semaine. La moitié des gens qui ont 65 ans et qui sont bénévoles s'engagent à plus de 5 heures par semaine. 56% d'entre eux s'engagent à plus de 5 heures par semaine. C'est ouf, hein. Salut Mick. « 26% des bénévoles sont membres du bureau. » Ouais. Mais quand t'es dans les 60-65 ans, ou plus de 65 ans, à plus de 65 ans, ils sont 46% à être dans le bureau. Plus tu vieillis, plus t'as de chances de finir dans le bureau, quoi. C'est ça, c'est ouf. Dans le parcours bénévole, reste une question très délicate à aborder. Comment et quand conclure? Ah, quand est-ce que tu quittes ton asso et que tu prends la retraite de ton asso? Oh non, j'aime pas penser à ça. Oh non. Elle est d'autant plus difficile à aborder cette question que la perspective de cette conclusion peut être perçue comme une sorte de fin triste et irrémédiable. Oh non. D'autant plus difficile aussi que cette question se pose dans de multiples associations, notamment au sein des instances dirigeantes, bureaux et conseils d'administration. Elles sont en effet 76% à souhaiter renouveler ou renforcer leurs équipes. Et parmi elles, 44% affirment clairement un objectif de rajeunissement. Bah oui, mais tu peux pas laisser juste les plus de 65 ans être à des postes importants, quoi. Il faut que d'autres personnes s'y mettent aussi, quoi. Ah voilà, une des solutions envisagées, du coup, pour faire une transition vers des gens qui veulent arrêter, ça serait le tutorat ou le parrainage de nouveaux bénévoles.
sécurisant pour ceux qui arrivent et valorisant pour ceux qui vont bientôt partir. Cette transmission d'expérience et de savoir-faire est une opportunité à saisir, d'autant plus qu'elle peut être mise en œuvre sur une période assez longue. C'est bien ça. Oh, c'est sympa ça aussi. La constitution dans le cadre du projet associatif d'un comité permettant de regrouper celles et ceux qui vont progressivement prendre un peu de repos et de recul par rapport à l'action quotidienne. Ça s'appellerait le comité des sages, le comité des anciens ou encore le comité d'honneur. Qu'il soit informel ou non, ce groupe permettra aux intéressés de ne pas se sentir rejetés et à l'association de bénéficier de leurs conseils. Toute la difficulté de l'exercice consiste à présenter positivement la démarche, de telle sorte que le type de groupe ne soit pas perçu comme une sorte de cimetière des éléphants. Non mais en vrai c'est une trop bonne idée le conseil des sages là. Bon dans un JRPG ça serait sûrement des tyrans mais sinon des gens où tu peux venir leur demander de l'aide, te conseiller et tout et en même temps bah ils arrêtent leur fonction dirigeante dont ils ne veulent plus, enfin c'est bien quoi. C'est cool. C'est intéressant. Donc je lis la conclusion. Au-delà de 60 ans tout particulièrement, le besoin de se sentir utile rejoint parfaitement les attentes de la société. En effet, ni le secteur privé lucratif, ni le secteur public ne peuvent remplir certaines fonctions essentielles, telles que le soutien aux personnes les plus fragiles, la formation des jeunes dans les domaines du sport, des loisirs ou de la culture, ou encore le développement du lien social entre les citoyens. En France, plus d'1,2 million d'associations jouent ces rôles, et en leur sein, 4 millions de bénévoles de plus de 60 ans sont aujourd'hui engagés. Ils y trouvent leur compte par le plaisir et la convivialité qu'ils ressentent, par l'épanouissement personnel que cet engagement leur procure, et par les compétences nouvelles qu'ils peuvent aussi ainsi acquérir. C'est beau. Ils seraient vêtus de blanc avec des bâtons et des longues barbes. En vrai, stylé, hein. J'ai bien aimé cet article, il était cool. Il était positif et en fait, ça conclut bien avec le cycle de lecture qu'on a fait sur les vieux où on était un peu déprimés de voir qu'ils étaient si isolés. Je pense qu'une réponse à l'isolement, ça peut être la vie associative et ça peut aussi permettre des modes de vie alternatifs à l'EHPAD. Il y a plein de gens qui ont besoin d'être dans des endroits médicalisés pour avoir des soins, mais ça veut pas dire pour autant que leur vie s'arrête, quoi. Et là, le problème, c'est que souvent, c'est bien trop le cas. Ils sont maltraités et tout. Enfin bon, c'est horrible, quoi. Le mieux, ça serait d'avoir un conseil avec des jeunes aussi. Mais on en parlera le 26 de ça. Du coup, des associations de jeunes. Le fait que t'es citoyen aussi. Et tu peux participer à la vie démocratique quand t'es ado ou enfant. On parlera tout ça le 26. Oubliez pas, je vous mets le lien. Hein. Billet, si vous voulez participer le 26. Dans le public. À la conclusion de ce cycle de lecture. Sur les mondes associatifs. Bravo à toutes et tous les bénévoles, bien sûr. Force. On a besoin de tout ce qui est en dehors du capitalisme. Ouais, exactement. Exactement. C'était ça la référence du bouquin. Donner du temps pour les autres, mais aussi pour soi, de Jacques Mallet et Cécile Bazin dans Gérontologie et Société, qui date de 2011. Voilà. Je suis tombée dessus au pif un peu, hein, en fouillant sur internet. Je suis contente de l'article, il était bien, je trouve. Et j'ai une passion pour parler des vieux, je sais pas pourquoi. Parce que je pense que c'est ce que je vous avais dit quand j'avais fait le cycle de lecture sur les vieux. On sera tous et toutes vieux ou vieilles un jour. Et du coup, ou pas. Il est possible qu'on meure avant, mais... Globalement, on a toutes et toutes fréquenté des vieux. On va en prendre soin ou pas, mais voilà, ça va être nous peut-être. Du coup, je pense que c'est un sujet important. Est-ce que la dernière fois tu as abordé dans quelles associations et bénévolat, type de bénévolat, les gens préféraient aller? Non. Je crois pas qu'on ait eu les stats globales et générales. Mais ça doit être dans l'enquête France Bénévolat du cœur à l'action qui doit y avoir ces statistiques qu'on a trouvées, qui est gratuitement disponible sur internet. J'ai vu des confs sur les technologies et sur le vieillissement, c'était cool. Ah, France Bénévolat, voilà, c'est ce truc-là, une étude. Pour essayer d'avoir le baromètre du bénévolat. Mais bon, alors moi, c'est pas ma passion, les statistiques. Hein. Donc j'aime bien lire un article avec des stats globales. Ah ben voilà. Alors, on a la réponse parce que je suis tombée dessus par hasard. Du coup,
La majorité des bénévoles préfèrent aller dans le social et le caritatif. Ensuite, dans le sportif. Ensuite, dans les loisirs. Ensuite, dans la culture. Ensuite, jeunesse et éducation populaire. Finalement, formation et emploi. Insertion économique. Encore en dessous, association de défense des droits et des causes. Encore en dessous, environnement. Mais là, nous sommes, je le rappelle, en 2010, au moment de l'enquête. Donc en 2010, c'était le social et le caritatif qui l'emportait avant tout. J'aurais pensé que c'était le sportif, mais même pas. Comme quoi, vous voyez, les gens préfèrent prendre soin des autres avant tout que de prendre soin de leur corps. Et ça, c'est beau. Ou de leur cerveau avec les loisirs ou la culture. Après, si tu additionnes sportif, loisirs, culture, ça gagne largement devant social et caritatif. Hein, mais quand même, je trouve ça beau qu'il y ait 3 500 000 bénévoles engagés dans le social. C'est beau. Hein. Éducation populaire, 1,5 million. C'est beau. Association de défense des droits, moins d'1 million. Allez, faut pousser là. Faut pousser, madame. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder si vous êtes des nerds des statistiques. Je vous envoie le lien tout de suite. Moi, c'est bon. C'est pas ma passion. J'aime bien une fois de temps en temps, mais pas plus. Je le mets sur le Discord aussi. On va pouvoir passer à ces passants.